décrit dans le livre, il m'a traité comme un chien et aujourd'hui je le vois comme un chien. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Hussein? C'est des mots qui sont très forts, mais au moment où je les ai dit, ces paroles, c'est un moment de libération. Ton père, dès le plus jeune âge, il t'apprend à prendre des objets dans des magasins et à partir avec. Au début, il nous a fait paraître ça comme un jeu. Et on a commencé comme cela, mais après, c'est devenu notre travail à temps plein. Et ça ressemblait à quoi quand ton père il te sifflait, par exemple, pour t'appeler? Bah, vraiment, quand on siffle un chien, un chien qui s'est trop éloigné, on le siffle pour qu'il revienne. La seule manière de m'évader, c'était la spiritualité. Et puis tu rencontres un de tes voisins à la mosquée qui te parle du Burkina Faso et des gens qui ont besoin d'aide justement au Burkina. Tu te dis, je vais aller au Burkina Faso et voir ce qu'il y a à faire là-bas. Et puis tu rencontres Haj Youssouf, lui il passait ses journées à écouter les doléances des gens dans les villages. Et donc tu rentres avec tout ça en France. Avant de rentrer, tu tombes sévèrement malade et tu attrapes le paludisme. Ça a été très compliqué pour toi puisque tu te retrouves à l'hôpital et le médecin te dit presque tu vas mourir. Il m'a réveillé en me faisant peur, mais il m'a réveillé. Et ça me donne aujourd'hui goût à la vie pour être utile. On peut faire en sorte à ce que ce qu'on a vécu dans le passé, même si c'était un passé difficile, on peut le transformer en bien. Il a été forcé à voler et à mentir dans son enfance. Il a consacré sa vie à donner accès à l'eau à ceux qui n'en ont pas. C'est l'histoire bouleversante d'une enfance qui a été marquée par des choses qui ont été terribles. C'est l'histoire de Hussein et de Nouvelle Optique. Salam alaikum Hussein. Ouais, comme ça là. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Et toi? On est là pour parler de ton livre qui s'appelle Les Racines du Bien. Les Racines du Bien parce que aujourd'hui c'est ce que tu fais et c'est ce qui marque ta vie. Ton enfance a été, on va dire, bouleversée, on l'a un peu volée, hein, de par ton père qui, tu décris dans le livre, il m'a traité comme un chien et aujourd'hui je le vois comme un chien. Ce sont des mots qui sont forts. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Hussein? Oui, c'est des mots qui sont très forts, très durs, mais au moment où je les ai dites, ces paroles, c'est un moment de libération. Parce que pendant toute mon enfance, mon adolescence, j'étais, entre guillemets, son servant, son esclave. Et à ce moment-là, au tribunal, la juge, après avoir auditionné ma sœur, après avoir fait l'enquête et vu les rapports des psychologues, me demandait « Mais est-ce que vous regrettez ce que vous faites aujourd'hui ?» Donc devant tout le monde, mon père qui était dans un box, dans la salle du tribunal, la salle d'audience, et c'est là où j'ai eu cette parole-là. Parce qu'au moment où on relevait tous les faits, ça me rappelait des moments où il me sifflait pour que j'aille lui rendre service, où il m'obligeait à travailler, à voler, etc. Et donc ça, c'est une phrase qui est sortie naturellement. De dire, je faisais référence au fait qu'il me sifflait comme un chien, donc comme un chien, c'était une manière de lui rendre l'appareil à ce qu'il m'avait fait subir toutes ces années. Donc durant quasiment presque 10 ans, ton père t'a forcé donc à mentir, ouais, à dire à des commerçants à qui tu vendais un journal, ouais, de l'acheter afin que des enfants puissent aller en vacances. C'est ça. Donc on t'a forcé à mentir par ce biais-là. Donc tu allais de ville en ville, oui, de rue en rue pour aller vendre à des commerçants ce journal avec ta sœur. Exact. Marwa. Marwa. Et en plus de ça, ton père, dès le plus jeune âge, il t'apprend à prendre des objets dans des magasins et à partir avec. C'est ça. Donc à voler. Exactement. Donc lui, il avait cette tendance lui-même de le faire. Et donc du coup, il était, on va dire, c'était peut-être une maladie, peut-être un kleptomane. Mais dans tous les cas, c'est ce qui me faisait faire quand je désirais un jouet, ou etc. Bon, moi, j'étais innocent, je ne savais pas. Moi, je partais du principe qu'il allait peut-être payer en caisse ou quelque chose comme ça. Mais il m'initiait déjà peut-être à un plan qu'il avait en tête ou peut-être à ses tendances de faire du mal peut-être. Donc ton père, il vous a déscolarisé, il vous a sorti de l'école pour justement que vous travailliez pour son compte. Donc les bénéfices que vous génériez de ces mensonges que vous faisiez auprès de commerçants, de récupérer cet argent, de lui donner, et dès votre plus jeune âge, parce que ta sœur avait 6 ans à ce moment-là. Exactement. Donc en fait, il s'avérait que mon père faisait déjà cela avec ma mère. Et ma mère, quand elle travaillait pendant qu'on était tout petit, donc elle lui donnait son salaire et c'est lui qui décidait de comment le dépenser, etc. Et donc du coup, il y avait des gros désaccords entre eux, ce qui a poussé ma mère à se séparer de lui. Mais il était tellement manipulateur et
c'était un pervers narcissique, donc elle pouvait pas forcément gérer cette relation. Donc elle a voulu se réfugier chez sa famille. Et du coup, comme il nous a manipulés, il nous a poussé nous aussi à vouloir rester avec lui. Donc il nous a un petit peu manipulés pour qu'on désire rester avec lui, malgré que dans notre fort intérieur, on voulait suivre notre mère, mais elle ne pouvait pas trop gérer cela. Et il s'est retrouvé donc tout seul avec nous. Et il avait plus ce salaire de ma mère qui venait à lui tous les mois. Et du coup, c'est là où il a peut-être trouvé cette stratégie de monter des associations qui étaient juste pour une vitrine afin de mettre en place ce journal. Et donc, c'est pour cela que depuis notre jeune âge, donc ma sœur 6 ans, moi-même 9 ans, on a commencé, dans un premier temps, après l'école, aller dans des parkings. Je me souviens de la ferme de Spahi à Argenteuil, où on allait dans le parking, on vendait des petits journaux, on lui ramenait des pièces. Donc au début, il nous a fait paraître ça comme un jeu. Donc on se disait, ah tiens, il est content, parce que nous, en fait, on essaie de faire en sorte à ce que mon père soit content, et comme ça, on sait qu'on va bien vivre les moments. Et on a commencé comme cela, mais après, c'est devenu notre travail à temps plein. C'est bouleversant comme vie, c'est difficile. Moi, quand j'entends ça, qu'il y ait des enfants, il serait inconcevable de leur faire vivre ne serait-ce qu'un bout de ça. On apprend aux enfants en général le contraire, et vous avez fait faire justement tout ce qu'il ne faut pas faire à un enfant. Comment aujourd'hui tu le vis avec tes enfants, ça, justement? Donc déjà, comment je le vis moi-même, je prends cela comme quelque chose qui fait en sorte à ce que je déteste ces situations de mensonges, de tromperies, tricheries, vols, etc. C'est comme si c'était, en fin de compte, une éducation par opposition. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je déteste ces choses-là, j'en ai fait dans ma personnalité des zones rouges. C'est-à-dire que dès que j'arrive, par exemple, j'ai un rendez-vous, je dois prendre le métro, on me demande dans quelle station tu es, j'attends d'être vraiment dans une station pour donner le nom de la station. Je ne veux pas te dire oui, je suis dans tel endroit. Tu vas dire, voilà, je suis entre eux. Et... Voilà, j'aime bien être précis. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui à ma famille. C'est-à-dire que quand je leur donne des consignes, quand je leur donne des conseils, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, voilà, la vérité va toujours vous réussir et le mensonge va toujours vous perdre. Donc, il en est de même de la tricherie, du fait aussi de déguiser la vérité. Donc, d'être véridique, c'est quelque chose vraiment qui va vous apporter le succès. Donc, comme quoi, de quelque chose qu'on a vécu de très difficile, on peut en sortir grandi et en sortir positif. Et c'est ce que tu montres à travers ce livre et ce qui t'a conduit aujourd'hui à créer cette association Nouvelle Optique qui a vu naître le jour, mais on va y revenir plus tard. On va continuer à parler de ton enfance, Hussein. Je dis Hussein, mais en vérité, on dit Hussein. Hussein, oui. Moi, j'ai cette fâcheuse tendance à dire Hussein parce qu'ici, en France, c'est ce qu'on dit. En général, mais, c'est vrai que... Mais ça me dérange pas. C'est vrai qu'on dit plutôt Hussein. Oui. Et moi, normalement, qui prends des cours d'arabe, je suis censé pouvoir le dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est important qu'on puisse dire le nom des gens convenablement. Et en parlant de nom, justement, ton père, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gardé son nom de famille? Vous le portez toujours? Quel rapport tu as, malgré que ton père ne soit plus, avec lui? Est-ce que tu te dis, est-ce que des fois, ça t'arrive de penser à lui, par exemple? On pense toujours à lui, forcément, parce qu'on a bien une origine, dans le sens où on a une mère, un père. Donc on y pense, mais ce n'est pas quelque chose qui m'handicape dans ma vie de tous les jours. Parce que j'ai fait l'effort, même après tout cela, de le recontacter, d'essayer de discuter avec lui, de voir ce qu'il en est. Mais je voyais que c'était vraiment... je pense que c'est maladif. C'est-à-dire il n'a pas envie de forcément changer et même il reste dans ses travers. C'est-à-dire que j'ai même eu une relation avec lui dans les derniers moments où il me soutirait de l'argent prétextant qu'il avait besoin, qu'il était dans des soucis financiers, il ne pouvait pas payer ses loyers. Donc je lui donnais de l'argent, mais il payait toujours pas ses loyers. Mais il m'envoyait. Une fois que tu avais grandi, ça, hein, une fois que tu es devenu adulte. Adulte, etc. Même avec mon fils, et je lui ai présenté mon fils Daniel. Mais il avait cette fâcheuse tendance à toujours croire qu'on lui devait et que lui devait rien à personne. Et donc après, à un moment, c'était vraiment. C'était un parasite. C'est-à-dire que même c'était quelqu'un qui me téléphonait tout le temps, qui avait tout le temps besoin d'argent, toujours besoin à ce que je sois à son service.
Donc en soi, c'est une bonne chose. Je ne vais pas aider des personnes dans l'autre bout du monde, mais pas aider mon propre père. Mais ce n'était pas de l'aide, c'est maladif. C'est-à-dire que ça devenait en fait voilà, de l'assistanat, mais pas que. C'est-à-dire que l'argent que je lui donnais pour l'aider, en fait, il le volait à d'autres. C'est-à-dire qu'il payait pas ses loyers avec l'argent que je lui donnais, et me renvoyant quand même les créanciers à la maison. Et là, j'ai dit non, c'est vraiment... Il allait beaucoup, beaucoup trop loin. Trop loin. Ouais. Je comprends. Pour bien faire comprendre un petit peu l'enfance que vous avez vécue, parce que c'est important qu'on puisse justement mettre des mots sur ça. Oui. Pour sortir de la situation dans laquelle vous étiez, alors tu expliques dans ton livre que même quand tu étais beaucoup plus jeune, avant d'atteindre ces 10 ans-là, la façon dont ton père vous traitait, ça te faisait même faire sur toi. Hein. Oui. Ta sœur aujourd'hui, elle a encore les séquelles, hein. Elle peut être marquée encore de bien ça. Sûr, bien sûr. Toi, psychologiquement, on va dire que bon, ça y est, c'est passé, c'est derrière. Pour une femme, c'est un peu plus compliqué, même si elle aussi, elle est très forte. Hein. Oui. Quand tu rencontres justement ton ami Mamadou, qui lui aussi intervient dans ton enfance, tu regardes un peu son modèle de famille et tu te dis, chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu le savais déjà, hein, mais ça a encore plus marqué ta conviction de c'était pas normal. Tu avais besoin que quelqu'un te dise, il faut que tu fasses quelque chose. Exactement. Et Mamadou, il a été cette personne-là. Il a été cette... Parle-nous un peu de Mamadou. Donc Mamadou, c'est quelqu'un qui habitait dans ma ville, donc à Sartrouville. J'ai grandi principalement dans la ville de Sartrouville, dans les Yvelines, dans le 78. Et c'est dans cette ville-là que j'ai rencontré Mamadou. Et donc du coup, bon, on savait déjà de base qu'on n'était pas dans le cadre familial idyllique, du fait que déjà on vivait seul avec notre père, c'est-à-dire que notre mère était séparée pendant un bon moment. Et donc du coup, j'avais comme seul point de repère mon père. Donc du coup, on voit notre père comme un héros. Mais quand on voit que ce héros nous prend en ennemi et ou nous utilise à ses fins pécuniaires, c'est-à-dire que même des fois, des scènes où il ramenait peut-être une femme à la maison, il nous disait « vous m'appelez tonton devant cette dame », c'est des choses qui marquent un enfant. Donc on se retrouve... à ce moment-là, à se dire, mais et comment il nous considère ? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas l'appeler tonton, c'est mon père. Mais lui, il demande à ce qu'on l'appelle comme ça pour peut-être continuer son mensonge avec cette personne-là. Et du coup, on se retrouve sans repère. On se dit, mais qui on est ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et le fait d'avoir rencontré, par exemple, Mamadou, et de discuter avec lui. Donc, dans les premiers temps, on discutait de la pluie du beau temps, comme on dit. Oui. Mais après, on s'est rabattu tout de suite sur des discussions essentielles, comme la spiritualité. Parce que justement, moi qui étais un peu enfermé, la seule manière de m'évader, c'était la spiritualité. Parce que mon corps était enfermé, était utilisé. Il me restait que mon âme pour exploiter les horizons spirituels. Et Mamadou, c'était ces discussions-là qui étaient animées par notre rencontre principalement. Et donc, du coup, j'ai été amené à rencontrer sa famille. Et quand j'ai rencontré sa famille, c'est là où je me disais, mais c'est le modèle familial que j'aurais voulu. Voir son père, voir sa mère, ses frères et sœurs, manger ensemble. Tout simplement aussi sentir que Mamadou était libre. C'est-à-dire que moi, c'était ce manque de liberté que je n'avais pas du tout. Et en voyant cela, j'ai vu que Mamadou était libre. Ils n'étaient pas dans un idéal de vie, parce que pas forcément les moyens, mais ils avaient cette liberté. Et c'est là où j'ai pu m'ouvrir à Mamadou en lui disant « Mamadou, ce que je vis, c'est peut-être pas normal, je vais te le raconter et tu me dis ce que tu en penses. » Et c'est en ayant pu raconter cela à Mamadou que lui m'a dit « Effectivement, ce n'est pas normal, il faut que tu fasses quelque chose et je peux t'aider même si tu veux. » Et donc, tu n'as pas pris ton courage tout de suite, parce que tu es un jeune garçon hein, à ce moment-là. Oui. Mamadou, vous vous rencontrez, vous êtes de jeunes adolescents. Et puis, finalement, tu as cette part de courage qui va se révéler en toi. Ton père, il dit, il sentait un petit peu hein, que tu t'éloignais. Il te dit, celui qui va m'avoir n'est pas né. Et toi, tu lui dis, je suis né il y a 17 ans. Parce que tout doucement, hein, Mamadou, dans les discours que vous avez, il te pousse, il te dit, c'est pas normal, etc. Et toi-même, hein, tu avais revu ta mère quelques années avant. Elle était venue en bas du bâtiment et elle avait justement pris cette voie
de la religion parce qu'elle avait rencontré donc ton beau-père, Oui. donc son mari. Elle s'était remariée, ta maman, et puis ça va redonner un second souffle en toi, une nouvelle énergie. Et puis ce jour de Laylatul Qadr, la nuit du destin, tu fais une invocation auprès d'Allah. Et qu'est-ce que tu demandes à Allah ce jour-là et qu'est-ce que ça a animé en toi? Oui, donc Mamadou m'a vraiment boosté. Il a des traits de caractère, Mamadou. C'est quelqu'un de très courageux, de très fort. Donc du coup, je m'en inspirais. Aussi, comme tu l'as évoqué, ma mère qui est venue. Donc ça m'a redonné une lumière au bout du tunnel. En voyant ma mère, je me suis dit, mais en fait, je peux changer encore quelque chose. Je peux prendre une autre voie. Et surtout quand je l'ai vue avec cette spiritualité que je recherchais en même temps. Donc ça m'a donné encore un peu plus de courage. Par concours de circonstances, mon père, qui était dans la démarche de toujours vouloir plus d'argent, avait fait des démarches pour avoir la pension alimentaire de la part de ma mère. Et du coup, ma mère a pu cette fois-ci exiger un droit de visite. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu retourner chez elle, mais dans un temps limité, de 14h à 18h, un samedi sur deux. Donc c'était comme une visite de parloir ou je sais pas. Et du coup, même ce laps de temps m'a suffi pour comprendre que je peux vivre autre chose. Et surtout, le cadre qui serait plus opportun pour moi pour mieux évoluer, le cadre dans lequel ma mère évoluait avec son nouveau mari. Donc ça me boostait. Et c'est là où on était amené aussi des fois à aller à la mosquée. Et une fois, j'ai eu une permission de par mon père de pouvoir rester un week-end entier. Et c'était pendant le mois de Ramadan. Donc mon père ne pratiquait pas du tout la religion, il ne se ressentait pas du tout même musulman. Mais du coup, il m'avait permis de faire cela parce que moi, je priais, je jeûnais en cachette. Et du coup, quand j'étais avec ma mère, j'ai pu faire cela. Et cette nuit-là, quand j'ai été à la mosquée, j'ai ressenti des choses vraiment extraordinaires au niveau de ma foi. Et c'est là où j'ai profité de ce moment-là parce qu'on m'a indiqué que cette nuit d'une grande valeur était une nuit où on pouvait changer. Entre guillemets, petite précision, hein. On dit Laylatul Qadr, mais on n'en sait rien. En tout cas, c'est l'une des nuits pendant laquelle on pense être la nuit du destin où tu as fait cette invocation. Exactement. Et du coup, là, principalement, c'était la 27e nuit. Et c'est là où, justement, tous les musulmans se réunissent en général dans les mosquées pour des questions d'organisation. Mais effectivement, c'est dans les 10 dernières nuits. Mais cette nuit-là, en tout cas, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant « Oh Allah, enlève-moi cette peur que j'ai en moi de ce monsieur, de mon père. » Et subhanallah, le lendemain, j'avais toujours cette crainte quand je me réveillais de le rencontrer, de le voir, parce qu'en général, c'est lui qui me réveillait pour m'emmener dans des quartiers afin de distribuer ses journaux. Les nouvelles directives du jour. Les directives du jour, etc. Et là, quand il est venu à moi, je n'ai rien ressenti du tout. Je n'avais plus d'appréhension. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir entamer des démarches pour me libérer. Donc à ce moment-là, tu as 17 ans, c'est ça, hein? Ouais. À peu près. Hein, tu as 17 ans, donc tu es bientôt adulte en France. Donc et en même temps, tu as Allah qui est avec toi et tu es prêt finalement. Et donc tu parles à ta sœur et tu te concertes avec elle. C'est ça. En fait, ma sœur, je ne l'ai pas vraiment consultée. Je l'ai consultée vraiment le jour J. C'était d'abord, avant cela, j'avais été dans un commissariat en simulant le fait que je connais l'histoire d'une personne. Et voici ce qui se passe. Donc je me souviens très bien de cette nuit-là. C'était mon père voulait que parce qu'il nous avait fixé une somme à ramener journalièrement. Oui. Et du coup, un jour, je n'avais pas forcément réuni la somme. Il m'a dit je vais t'amener à Nanterre. Il y avait le quartier du chemin de Lille là-bas où il y avait des petits commerçants. Il m'a dit tu travailles là-bas et tu essayes de réunir la somme. Et voilà. Et à côté du chemin de Lille, il y a un commissariat. Et il m'a laissé. Il y avait de la pluie, il faisait froid. Les journaux étaient mouillés, invendables. Je savais pas comment m'en sortir et je voyais le commissariat, je vais aller leur raconter l'histoire, mais en simulant que c'est quelqu'un d'autre. Quand je leur ai dit les faits, je leur ai relaté les faits, ils m'ont dit mais il est où ce monsieur? Faut nous indiquer tout de suite ce qu'il en est, on ne va pas laisser là. Je lui dis que c'est moi. Mais vous habitez où? Je lui dis j'habite à Sartrouville. Ils ont dit mais non, mais on peut pas rien faire, nous, allez au commissariat de Sartrouville. Moi j'avais peur parce que comme mon père il y avait certaines relations du fait qu'il faisait le concierge un peu dans le quartier, je me suis dit mais peut-être que si je vais là-bas, ils vont m'amener à mon père et en fin de compte, je vais me faire, entre guillemets, griller. Oui. Et du coup, j'ai laissé tomber. Mais je savais que cette fois-ci, qu'il était condamnable. Donc déjà, ça m'avait donné un peu plus de force. Oui. Et donc,
Toi, entre-temps, tu réunis des preuves. Donc, les documents avec lesquels ils vous faisiez sécher les cours à l'époque, ces coups de tampon qui mettaient des médecins qui avaient volé. Donc, il avait volé les tampons des médecins pour vous faire des attestations comme quoi vous étiez malade ou autre. Voilà. Une fois, il avait été avec ta sœur à l'hôpital, lui a fait mettre un plâtre, prétextant que son bras était cassé. Et puis, quand il était arrivé à la maison, il le coupait, etc. Tout ça pour que vous n'alliez pas à l'école. Et donc, tout ça, tu as réuni les preuves de ces documents-là, les tampons, d'autres documents qui attestaient justement de ces mensonges et de ces pratiques, et aussi ces associations qu'il avait créées pour voler de l'argent à des commerçants, en vous employant, vous, ses enfants. Tu as réuni tous ces documents et là, tu pensais que tu étais armé pour aller voir le commissaire de Sartrouville, Voilà. lui dire ce qu'il en était. Qu'est-ce que t'as dit, ce commissaire de Sartrouville, justement? Justement, c'était donc déjà le fait que j'avais réuni les preuves, fallait les réunir de manière intelligente, parce qu'il ne fallait pas qu'ils puissent se douter de quoi que ce soit. Donc, T'avais peur à ce moment-là? J'avais de l'appréhension, oui. J'avais plus cette peur, mais j'avais de l'appréhension parce que je voulais vraiment, entre guillemets... Que ça marche. Ça marche, exactement. Et du coup, quand je réunissais les preuves, je prétextais ranger son bureau avec des dossiers bien classés pour que le jour où je puisse prendre les preuves, je les prenne d'un coup. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Après, comme je te disais, j'avais consulté ma sœur que le jour J. Un jour, il nous avait déposé sur Paris, dans le quartier de Belleville, je me rappelle très bien. Et à la base, il voulait nous dispatcher, c'est-à-dire me mettre moi dans un quartier, elle dans un autre pour réunir plus d'argent. Mais j'avais réussi à ce moment-là à le convaincre, lui dire non, en fait, il y a la rue Boulevard Ménilmontant, c'est tellement grand qu'on va prendre chacun un côté, mais on se donne rendez-vous. Et il m'a dit ok, il avait accepté. Quand je suis sorti de la voiture, je fais Marois, tu me suis ou pas? J'ai dit là, on peut plus rester comme ça, on va chez maman. Et ma mère, à ce moment-là, ne savait rien du tout. Et donc, du coup, elle m'a suivi, mais elle savait pas trop. Mais elle me faisait confiance parce qu'on était complices quand même. Et là, on s'est rendu chez ma mère. Alors, petit contexte, ta maman, elle savait pas exactement ce que vous faisiez. Toi, quand tu allais chez ta mère, tu lui dis que tout allait bien, que ça allait, mais elle, au fond d'elle, elle sait que ça allait pas parce que vous étiez avec lui. Exactement. Elle le connaissait. A fortiori, elle sait que c'est pas la vie idéale. Et elle se doute de ce qu'on subit, mais elle savait pas parce qu'on lui cachait. Mais du coup, quand je lui dis allô maman, je vais venir, bon, elle était apeurée parce que comme mon père était très procédurier aussi, elle dit tu peux pas venir chez moi hors visite. Mais en même temps, elle imaginait le pire. Parce qu'elle sait à qui est-ce que vous avez affaire. Exactement. Elle vous avait laissé avec lui parce que lui aussi lui avait levé la main dessus. Oui. Mais elle n'avait pas d'autre choix finalement que de vous laisser dans cette situation pour elle se créer un nouvel univers, pour peut-être être votre porte de sortie plus tard. Et c'est ce qui s'est passé finalement. C'est ce qui s'est passé finalement. C'est-à-dire que ma mère, elle voulait préparer le terrain pour nous récupérer. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule face à lui. Donc forcément, il fallait qu'elle ait le soutien de sa famille. Et donc elle voulait préparer cela. Mais en même temps, lui, comme je te disais, c'était un manipulateur. Donc quand elle est partie, lui, il faisait comprendre qu'il n'y a que moi qui suis resté, elle vous a abandonné, etc. Donc il jouait sur cela. Nous, quand on était petits, 6 ans, 9 ans, au moment où elle est partie, donc forcément, on a tendance à le croire. Je me mets un peu à votre place, hein, à 6 ans, 9 ans, ta maman est part, quand bien même le papa, il n'est pas ce qu'il doit être, tu te dis, elle n'est pas là, elle est partie. Et ça, c'est les faits. Et donc, quand tu es un enfant et que tu as les réflexions limitées comme un enfant, tu te dis, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Et donc, c'est ce qui vous a fait obéir à votre père sur tout ce qu'il vous demandait, etc. C'est ça. Et puis même, quand on est enfant à 6 ans, 9 ans, et quand bien même on grandit, on peut que suivre le seul point de repère qui nous reste. Finalement. Quand bien même on se doutait qu'il n'était pas là pour notre bien, quand il a commencé à nous faire travailler. Donc là, on se disait, mais on ne le faisait pas quand ma mère était là. Donc du coup, on était très partagés dans nos sentiments, et c'est ce qui nous a perturbés et créé des traumatismes par la suite. Et du coup, avec le recul aujourd'hui, on sait que notre mère a fait les bons choix. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de nous accueillir au moment où nous, on s'est sauvés de chez lui. Et du coup, on peut dire que, alhamdoulilah, aujourd'hui, qu'elle a fait ces choix-là. Ça ressemblait à quoi quand on... Excuse-moi, je reviens, je rétropédale un petit peu. Mais ça ressemblait à quoi quand ton père, il te sifflait, par exemple, pour t'appeler? Vraiment, quand on siffle un chien. Quand un chien qui s'est trop éloigné, on le siffle pour qu'il revienne. Donc moi, les scènes, par exemple, que je peux te décrire, c'est qu'il était dans le salon. Tu as le salon, en face, tu as la cuisine.
Moi, j'étais dans la chambre à l'autre bout de l'appartement, il sifflait, ramène-moi un verre d'eau. Donc j'arrivais, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me fait, ramène-moi un verre d'eau. Alors que c'était deux pas de lui. Mais c'était sa manière de me demander de lui rendre service. Et à quoi ressemblait? Il y a forcément une histoire qui t'a plus marqué. Quand il te dit, ouais, va dans ce magasin, tu prends ce que tu veux et tu ressors avec. T'en as des anecdotes sur ça? Donc en fait, quand j'étais petit, vraiment, je pensais que c'était lui qui allait payer, etc. Je voulais par exemple une figurine, une petite tortue ninja. Il me dit, bah, prends-la et sors. Donc moi, je sais pas ce qu'il veut dire à ce moment-là. Donc je la prends, je sors. Mais j'ai l'impression maintenant, aujourd'hui, que c'était une préparation. Parce que par la suite, il avait certaines manies. Par exemple, il achetait des journaux, Le Parisien, Le Monde, Libération. Bon, il les achetait, il en achetait un, il cachait les autres en dessous, et il les achetait, mais ça, de manière journalière. Tous les jours, il achetait ces mêmes journaux. Ensuite, il achetait des cassettes VHS vierges pour enregistrer toutes les chaînes d'information. Donc on se retrouvait dans l'appartement à voir des murs de journaux, des 3000 cassettes vidéo. Et ces cassettes vidéo-là m'emmenaient dans des magasins, pour pas les nommer, et il me disait, prends les cassettes vierges et sors avec. Donc ton père, il était malade, finalement. En tout cas, au moment du tribunal... Psychologiquement parlant, finalement. Au moment du tribunal, il y a eu un rapport des psychologues qui a été lu au niveau de l'audience et qui disait qu'il n'était pas réinsérable dans la société. On va y venir, justement. Donc tu passes de ce moment où tu prends ton courage avec ta sœur pour partir de chez ton père. Donc vous prenez justement l'épreuve, vous prenez vos affaires et vous partez vers chez ta mère. Ouais. Ensuite, bah, vous allez au commissariat pour porter plainte et vous rencontrez ce commissaire, justement, de la ville de Sartrouville. Exactement. Donc j'avais été avec beaucoup d'appréhension et ce commissaire, lorsqu'il il m'a vu et que je lui ai relaté les faits, il m'a dit « Quel est le nom de la personne ?» Et je lui ai dit mais moi je veux pas de problème, je veux vraiment que ce soit pris en compte. Et quand je lui ai dit le nom, il m'a pointé du doigt un courrier de mon père, donc j'avais reconnu son écriture qu'il avait adressé au procureur de la République pour porter plainte contre ce commissaire. Et là, il s'est frotté les mains, il m'a dit je vais me le faire. Ouais. Donc je me suis retrouvé dans le bureau de la personne qui forcément allait m'aider à me libérer, car il voulait aussi peut-être sa petite vengeance. Et quand tu as entendu ça de la part de ce commissaire qui te disait qu'il voulait se faire justement ton père, est-ce que ça n'a pas été un moment de soulagement? Déjà un premier soulagement? Même s'il n'est pas encore condamné, mais tu as déjà un allié avec toi. Alors tu as Mamadou, qui est ton allié, qui t'accompagne, etc. Mais tu en as un deuxième de poids, tu as un commissaire de police, c'est pas rien, qui te dit « je veux me le faire celui-là ». C'est quand même marquant. C'est marquant, c'est rassurant. Alhamdoulilah, on est suite à cette nuit, Laylatul Qadr, donc j'étais déjà, moi, rassuré au niveau de ma foi. J'avais cette foi-là de pouvoir me libérer parce que c'était une liberté qui allait me permettre de vivre par la suite. Donc déjà, j'étais rassuré. Et on va dire accessoirement, quand on a un commissaire de police qui se range de notre côté et du côté de la justice, et c'est là où on voit que la justice aussi... Elle fonctionne, parfois. Elle fonctionne. Ah oui. Elle fonctionne. Donc quand on relate les faits et que la personne est avec vous et veut vous protéger, et c'est là où on voit que la police a son importance dans ces moments-là. Bien sûr. Et c'est bravo à ce commissaire d'ailleurs de vous avoir écouté et d'avoir pris votre plainte en compte, parce que c'est pas toujours le cas. Et puis ton père, on arrive donc il se fait interpeller et ensuite on va venir le moment du jugement, hein, il va aller au tribunal. Alors lui, il nie complètement les faits, il dit qu'il a fait que du bien pour ses enfants, il dit que voilà, pour lui, vous êtes bien avec lui, etc. Et c'était nous qui ne voulions pas aller à l'école, donc il détournait un petit peu les choses. Alors que la réalité des faits, c'est qu'il y avait une absence totale d'école, c'est qu'il rédigeait des faux certificats, voilà. C'était la vente sous fausse identité, le vendre sous contrainte, hein, il vous a contraint à aller vendre alors que vous n'étiez que des enfants, donc c'est le travail d'enfants, dissimulé, et faire travailler des enfants, c'est interdit par la loi. Le mensonge au restaurateur, et d'ailleurs tu racontes plus tard hein, que tu en as rencontré un avec qui tu lui avais raconté toute l'histoire et qui a été peiné, et qui à Argenteuil, hein, si mes souvenirs sont bons, et qui dit justement qui t'excuse de ce qui s'est passé, que c'est pas ta responsabilité, que tu n'étais qu'un enfant, etc. Et d'autres commerçants d'ailleurs à qui tu as dû raconter l'histoire. Ouais. D'ailleurs, quand tu marches pour venir ici à Paris,
Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment? Parce que tu as beaucoup marché dans les rues pour aller vendre à ces commerçants justement tes journaux là, pour les enfants, pour aller en voyage. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là quand tu marches dans les rues de Paris comme ce matin? Et subhanallah, ce que tu me dis, c'est impressionnant parce que j'étais dans le métro et je regardais les arrêts de métro parce que principalement, Tu les connais tous. je les connais par cœur. On a fait tous les arrêts de métro parce qu'ils nous demandaient de faire chaque arrêt de métro, de sortir et de voir tous les commerçants qui étaient à la station. Donc, quand je vois chaque station de métro, il y a des flashs qui me reviennent. Je dis, ah, ben, je sais qu'il y avait ce commerçant-là à ce moment-là. Je sais qu'il y avait ce commerçant-là à tel arrêt. Et du coup, ça me fait des flashbacks. Et c'est comme si je me voyais Tout petit. moi tout petit devant moi et en train de sortir dans cet arrêt de métro. C'est-à-dire, c'est vraiment des flashs que j'ai qui sont très ancrés en moi. C'est l'histoire d'un film, ton histoire. À la fois, ça me fait bizarre. Tu sais, quand on a des enfants, ça nous fait bizarre, hein, cette histoire. Bah, ça fait bizarre, surtout que moi, par exemple, quand je vois ma famille aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte à ce qu'ils soient dans une protection, dans un certain confort. Je fais tout pour qu'ils puissent vivre pleinement leur passion, leur jeunesse, de voler cela à un enfant, donc son enfance, l'adolescence à un adolescent, ne pas lui donner ses chances d'évolution, d'instruction même, parce que du coup, j'ai pas eu forcément l'instruction à l'école comme devrait l'avoir un enfant normal ou un adolescent normal. Donc quand je me remémore ça et je vois ma progéniture, je me dis, non, eux, il faut pas qu'ils aient le moindre souci. Donc ça m'a éduqué à être aujourd'hui un père responsable. Donc le verdict tombe, hein. Ton père est condamné à 5 ans et le constat est accablant puisqu'on dit qu'il est une intelligence limitée, une instabilité psychologique, on lui donne tout ce qu'il ne faut pas donner à un père comme qualificatif. La procureure pleure de cette histoire, mais tu as le soutien de tout ce quartier qui arrive derrière, donc quand tu vas témoigner à la barre, à un moment donné, tu as une petite empathie pour ton père parce que tu sais qu'il va être condamné, mais à la fois tu es rattrapé aussi par la réalité et par la raison, et puis tu prends ton courage et tu dévoiles tout ce qui s'est passé. Alors ta sœur, elle est encore enfant, donc est-ce qu'elle passe à la barre à ce moment-là? Non, on n'avait pas eu de représentant, on n'a pas eu d'avocat, et d'ailleurs c'était mon choix. Oui. Parce que je disais que y a que moi qui peux raconter cela, parce que malgré que j'ai subi, mais je voulais être juste. Je ne voulais pas accabler plus qu'il ne faut par rapport aux faits. Surtout que je comprenais plus ou moins pourquoi il était dans cet état psychologique. Parce que mon père a grandi dans des bidonvilles à Gennevilliers. Ils sont issus de la diaspora algérienne. Donc une diaspora qui, dans les débuts, ont beaucoup souffert d'être dans ces bidonvilles. À Nanterre, à Gennevilliers également. Et d'ailleurs, même mon père a vécu dans un cadre familial un peu compliqué. Ma grand-mère qui a été instable, qui a été internée en psychiatrie. Et donc ils ont été placés, mon père et son frère, en Dordogne dans une pension. Un autre frère en Hollande, une autre sœur en Belgique, une famille disloquée. Quand ils étaient réunis, la mère qui était psychologiquement instable, qui les frappait. Dans les bidonvilles, ils ont vécu avec dans une situation de pauvreté. Donc c'était vraiment aussi quelque chose qui me faisait comprendre peut-être l'état psychologique qui n'excusait pas les faits. Mais c'est pour ça que j'avais un petit sympathie, mais il fallait que cette fois-ci, je pense à ma sœur et moi-même. Ça montre encore une fois que tu as un grand cœur, Hussein, parce que tu justifies encore une fois le comportement de ton père de par son enfance et tu montres à quel point on peut arriver à un état psychologique qui nous conduit à... T'es pas obligé de le faire, ça. Pour autant, t'es pas obligé de le faire et tu le fais parce que tu essayes de trouver aussi des explications à comment un homme peut en arriver là, à tomber si bas, jusqu'à avoir l'enfance que vous avez eue, mais qui fait aujourd'hui de l'homme que tu es aujourd'hui. Et c'est plutôt de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Ouais. Il y a eu des petites choses quand même qui t'ont fait redonner confiance,
parce que quand même, ça t'avait laissé quelques traumatismes. Alors, tu vas rentrer après le tribunal dans la vie active, et même pendant, hein, le tribunal, tu es déjà dans la vie active. Et pendant le travail, on va te donner un premier emploi de par l'intermédiaire de ton beau-père, hein, de mari de ta mère. Premier emploi dans une pizzeria, et tu vas, premier emploi entre guillemets, vrai emploi, avoir des ordres. Parfois, on va te donner des ordres un peu musclés, parce que c'est militaire, hein, la restauration. Oui, exactement. Et puis, toi, tu vas avoir ce blocage où quand on est dur avec toi, tout de suite, ça va refaire surgir des choses en toi qui sont pas très positives. Oui, ça me braquait. Ça me braquait parce que je n'aimais plus cette autorité, bien qu'elle est nécessaire, parce qu'il faut toujours une hiérarchie dans n'importe quelle infrastructure. Mais c'était d'ordre psychologique. C'est-à-dire que des fois, je me retrouvais que quand j'entendais l'ordre ou les instructions de la personne, j'entendais la voix de mon père. C'est psychologique, je sais pas. Et j'avais du mal, mais je me ressaisissais. Je me disais non, Hussein, là c'est un autre cadre, ce n'est pas ton père. Donc je me parlais des fois. Hein. Je me parlais et donc j'arrivais à me convaincre que c'était pour mon bien cette fois-ci. C'était d'une manière pour me permettre de continuer à occuper ce poste. C'est-à-dire et que cet argent que je touchais à la fin du mois, c'était mon argent. Et donc j'avais mon beau-père qui m'aidait aussi dans ce recadrage psychologique. Et donc c'était difficile. Mais j'ai réussi au fur et à mesure à m'y faire, à ces ordres, à ces situations, où au final c'était cette fois-ci un ordre pour mon bien-être. Oui. Alors, on va en parler, hein, après la prise de conscience, la confiance qui va monter en toi, etc. Mais tu as encore un autre trauma dont je voulais parler, parce que c'est important, hein, qu'on parle de traumatisme. C'est vrai que chez nous, dans toute l'Afrique, hein, la grande Afrique, que la psychologie, ça n'existe pas beaucoup. C'est quelque chose qui est délaissé et dont on ne parle pas, est tabou. Pour nous, on est des gens forts, on résiste à tout, alors qu'il y a des grosses histoires de famille, il y a des gros traumatismes qui ne sont jamais soignés. Parfois même un enfant, il va ramener ça dans son mariage, et puis dans son mariage, il va se retrouver dans un état psychologique et réitère les mêmes problèmes, parce qu'il ne s'est jamais soigné justement de tout ce qui lui est arrivé dans son enfance. Et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour montrer aussi qu'on passe un cap et que la psychologie, c'est finalement quelque chose qui fait partie de l'être humain. Le traumatisme dont je voulais parler, c'était aussi quand tu vis ensuite donc avec ta maman, son mari, donc ton beau-père. Vous vivez ensemble et donc tu as un nouveau cadre de famille, mais ton beau-père, il te donne des responsabilités que tu n'as pas trop aimées. On te dit, il faut participer un petit peu pour te montrer un peu ce qu'est un homme. Et lui, c'était son éducation qu'il voulait te donner, mais toi, tu as pris ça autrement, à participer au loyer, aux charges de la maison. Toi, ça a réveillé en quelque chose de nouveau, comme si on t'exploitait encore. Exactement. Donc, le cadre du travail, les ordres, l'autorité que j'avais du mal à accepter, et le fait qu'à la maison, après cela, on me demande, par exemple, il faut que tu participes au loyer, il faut que tu participes aux courses. Je me suis dit, mais en fait, je vais indirectement travailler pour toi. Alors qu'en fin de compte, je payais ma part, et en tout cas, c'était pour me responsabiliser si j'aspirais à une vie de famille par la suite. Donc il fallait que j'ai ces automatismes de pouvoir acheter les courses, payer un loyer, parce que la vie, elle n'est pas faite que de gagner de l'argent et de le mettre dans une armoire ou dans un compte, mais elle est faite de responsabilité et le fait de participer au ménage. Donc c'était son but, mais moi je l'ai accueilli d'abord dans un contexte où on voulait sûrement encore m'utiliser et que je ramène de l'argent à la maison et que ça allait recommencer. Alors, malgré tout ça, ton beau-père, cet même homme, hein, qui a aussi qui joue un rôle très important dans ton histoire, il te ramène dans ton grand premier voyage à Makka. Et il t'amène faire ce voyage que tout le monde rêve de faire, chaque musulman rêve de faire, à faire une Omra. Et ça te donne une très grande confiance en toi et c'est un renouveau pour toi finalement. Exactement. Donc déjà, c'était une première pour nous, ma sœur et moi-même, de voyager aussi loin. Et cette fois-ci, où quelqu'un nous prend sous sa responsabilité, paye pour nous quelque chose, un cadeau. On n'a jamais eu de cadeau quand on était petit. Donc du coup c'était pour nous quelque chose de grandiose, surtout qu'on était dans cette démarche spirituelle de se rapprocher d'Allah, et là on se retrouve à ce qu'il nous propose
d'aller au cœur de l'islam, à la Mecque. Donc aujourd'hui, dans tout ce qui est la base de quelque chose, on dit on va à la Mecque de ceci, la Mecque de cela. Là, on va donc à la maison d'Allah, devant la Kaaba. Et là, pour nous, c'était quelque chose de grandiose, parce que c'est un voyage qu'on allait partager avec notre mère aussi, qui était du voyage, avec mon petit frère, ma petite sœur, Ibrahim et Safa. Et donc, du coup, c'était aussi une manière de retisser des liens encore pour qu'ils soient encore plus forts. Parce que dans les voyages, ça nous permet encore de nous rapprocher, parce que quand on se retrouve dans un pays où tout le monde est étranger, là, on a de vue que sur les gens qui nous entourent. Et c'était une manière aussi de partir à zéro, de repartir à zéro et de prendre ce voyage-là comme une renaissance. Donc, vous laissez derrière vous tout ce que ton père vous a fait subir. Et donc, vous avez une nouvelle vie et vous effacez tout ce qu'il y avait avant. Donc, les mensonges, le vol, on vous a donc forcé à voler, à mentir quand vous étiez enfant. Donc, ce voyage, ça vous permet de restart, de reset et de repartir. En plus, c'est symbolique parce qu'à ce moment-là, t'as 18 ans. Hein, et donc tu repars, et puis quand tu rentres de ce voyage, ou je sais pas la temporalité de ça, mais tu fréquentes une petite mosquée et on te permet de faire muezzin, donc de faire l'appel à la prière dans cette mosquée, et toi tu vois ça comme une responsabilité qu'on te donne et tu prends en confiance. Ton capital confiance, il augmente fois 1000 quand on te donne cette responsabilité-là. C'était une petite salle de prière dans un foyer, dans le quartier où j'habitais quand j'étais jeune, le quartier où j'habitais avec mon père. Et donc, c'était une manière aussi pour moi, psychologiquement, de me soigner, en me disant, dans ce quartier-là, on me sifflait, on m'utilisait, entre guillemets, comme un chien. Et là, aujourd'hui, je fais l'appel à la prière. Pour moi, c'était quelque chose de très symbolique en moi. Les gens ne pourraient pas le savoir, mais moi, en moi, ça m'a fait vraiment un bien de fou. Et c'était un concours de circonstances. Je suis arrivé dans la salle de prière, il n'y avait personne. Et on me demandait, tu sais faire l'appel à la prière? Je dis, je peux essayer. Et quand je l'ai fait, ils avaient aimé. Donc du coup, ils m'ont demandé, à chaque fois que je suis là, de faire l'appel à la prière. J'imagine, il devait y avoir beaucoup d'émotions, parce que l'appel à la prière, c'est quelque chose, chez nous, en tout cas en tant que musulmans, de quelque chose de très symbolique. C'est quelque chose de très fort. C'est un moment avec beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui touche le cœur. Ouais. Et toi, on t'a donné cette responsabilité-là. Ça a permis de commencer ta vie d'homme. Et justement, ensuite, à force de fréquenter une mosquée, tu rencontres justement un de tes voisins qui te parle de son pays, le Burkina Faso. Mais avant ça, tu vas donc continuer donc cette distribution de journaux, mais cette fois-ci de manière très différente. Exactement. Parce que dans la vie active, dans la restauration, c'est quelque chose qui est très pénible. Et d'ailleurs, chapeau à tous les restaurateurs, parce que c'est vraiment un travail très, très difficile et très contraignant. Et qu'il y en a beaucoup qui le font avec brio, et on les remercie. D'ailleurs, on se délecte dans pas mal de restaurants. Moi qui les connais très bien. Voilà, exactement. Et du coup, j'avais eu du mal, parce que j'avais aucune formation du coup. C'est-à-dire que j'ai appris sur le tas. Quand bien même que j'étais un bon élément, mais quand même je savais travailler, mais je n'avais pas été entre guillemets formaté pour accepter ces conditions. Donc je le faisais bien, mais je le faisais pas forcément avec un grand plaisir. J'aime bien cuisiner pour moi, mais après de cuisiner pour des centaines de personnes, c'était beaucoup plus compliqué, mais je le faisais. Et en voyant ces difficultés-là, j'avais eu une petite discussion avec mon beau-père. Et je lui disais, voilà, j'aimerais bien me former dans autre chose, etc. Donc j'essayais de feuilleter un petit peu toutes les formations qu'on proposait ici et là. Remise à niveau, c'était pas forcément possible selon les infrastructures quand je les questionnais. Ils me disaient, oui, t'as arrêté en 5e, 4e l'école, tu peux pas continuer quand même. Faire de remise à niveau, ça va être trop compliqué, il faut que tu restes dans ta vie active. Et c'est là où l'idée du journal est réapparue. C'est mon beau-père qui me disait mais en fait, tu as été formé malgré toi à quelque chose et que tu pourrais peut-être utiliser cette fois-ci pour toi, ou pour faire du bien en tout cas. Il a dit, pourquoi tu n'aurais écrit pas un journal et tu le vendrais, et les fonds que tu récolterais, bah, ça ferait en sorte à ce que tu aies ton revenu et une partie avec laquelle tu aiderais des personnes dans le besoin. Au début, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne veux pas retourner parce que ça va me faire rencontrer les commerçants, je vais être mal à l'aise, et en plus de ça, c'est un traumatisme. Je n'ai pas accepté tout de suite. Et donc, je l'ai laissé de côté. J'ai commencé à faire une petite formation de bagagiste pour essayer de faire autre chose que de la restauration. Donc, du coup, j'ai pas forcément aussi trouvé mon bonheur là-dedans. Et j'ai consulté des membres de ma famille, une connaissance aussi que j'avais, un ancien surveillant d'un collège, Mustapha, où j'étais sur le lieu de travail en tant que bagagiste. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Mustapha,
J'ai mon beau-père, il m'a proposé quelque chose. Je sais pas si tu pourrais m'aiguiller. Il m'a dit, fais ce que tu sais faire. Et c'était aussi une manière de me conforter dans l'idée du beau-père qui m'a mis sur la table, entre guillemets. Au-delà de ta vie professionnelle, il y a aussi ta vie maritale, finalement, et tu rencontres une femme, Ouais. Audrey, qui va être, on va dire, un point essentiel dans la création de cette association Nouvelle Optique. Parle-nous de ta rencontre et justement de ces fleurs jaunes que tu lui as offert la première fois que tu l'as rencontrée. Parce que moi, ça m'a fait rigoler. Et elle, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'était l'une de ses couleurs préférées. Donc, parle-nous de tout ça. Ah, ça s'est fait de manière très naturelle. On s'est rencontrés à l'auto-école. D'ailleurs, pour l'anecdote, Mamadou, je l'avais rencontré aussi dans une auto-école. Donc, les grands personnages, on peut les rencontrer dans des auto-écoles. Tu le voulais, ton permis, hein? Je le voulais, mon permis, exactement. Et du coup, je l'avais rencontré dans une auto-école le jour de l'examen de conduite. D'ailleurs, un membre de ma famille qui était responsable de cette auto-école-là m'avait, entre guillemets, fait miroiter qu'il y avait une fille qui pourrait m'intéresser, mais j'étais pas trop entreprenant dans ce cadre-là. Parce que il t'a branché, on dit ça. Ouais, il m'a branché. Mais moi, j'ai jamais connu des relations comme ça, donc je savais pas comment m'y prendre. Ouais. Donc j'ai fait... lui, il me voyait, il me disait, ouais, faudrait que tu te maries, etc. Et bon, j'étais jeune, j'avais à peine 18 ans, 19 ans. Mais bon, donc du coup, le jour de l'examen, je parlais avec les personnes qui étaient candidats au permis de conduire et je leur faisais un petit rappel en leur disant que Inch'Allah vous allez pouvoir avoir le permis si vous avez bien révisé, etc. et aussi invoquer Allah pour qu'il vous facilite. Donc j'étais dans une démarche un peu de da'wa, comme on dit entre guillemets, et je voyais Audrey au loin qui était là et qui faisait exprès d'écouter ce que je disais mais qui réagissait aussi. Et je lui dis, mais excusez-moi, vous êtes candidate aussi au permis de conduire? Elle me fait oui. Je lui dis, mais je vous vois parler un petit peu quand je parle, parce que quand je parlais du prophète, elle disait sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui dis, ah, vous êtes musulmane, mais comme elle n'avait pas le hijab, etc., d'apparence, pour moi, elle était pas forcément musulmane, donc je l'avais pas abordée. Et quand j'ai vu qu'elle parlait comme ça, j'ai dit, tiens, elle doit être musulmane. Et c'est là où ça a commencé à discuter. Et du coup, à la fin de l'examen de conduite, je lui dis, je savais pas comment aborder une fille. J'ai dit, si vous voulez prendre des cours d'arabe, il y a ma mère qui peut donner des cours d'arabe et je peux prendre votre numéro de téléphone. Et c'est ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il est nul, Hussein? Mais ça a donné, ça a payé. Ça a payé. Après un date, et le date, il y a eu une coïncidence qui m'a permis de concrétiser ça. Et je l'avais appelé, j'ai dit voilà, moi si j'appelle, c'est pas pour sortir avec une fille, c'est vraiment moi je veux faire quelque chose de sérieux et ça serait bien qu'on se rencontre pour en parler. Elle était pas forcément partante au début, mais après quand j'ai un petit peu insisté, après je lui disais un jour comme ça, je sais pas pourquoi, je lui dis mais si vous voulez, moi je peux venir sur Paris, j'ai l'habitude d'aller dans un petit restaurant à rue Moret, au 23 rue Moret à Paris, on peut se voir là-bas. Et elle rigole, elle me dit j'habite au 25 rue Moret. Et c'est là où ça a fait une coïncidence de fou en fait, parce que Paris, voilà les arrondissements qu'il y a, les adresses qu'il y a, et je suis tombé sur celle-ci. Comme on dit, le hasard n'existe pas. Exactement. Et donc on a prévu de se voir et j'avais pris ces fameuses fleurs jaunes et quand je les ramenais, elle me disait c'est ma couleur préférée. Et c'est parti. C'est une avec des fleurs jaunes. Il n'y a jamais quelqu'un qui a offert des fleurs jaunes. Ça n'existe pas. Quand j'ai lu ça, j'étais mort de rire, vraiment. Je me suis dit, comment on peut avoir l'idée d'offrir des fleurs jaunes? Mais t'es un malade, je te jure. Et donc, tout de suite, la relation est solide. Vous avez à peu près les mêmes idées en tête, vous voulez vous engager rapidement, etc. Donc vous décidez de vous marier, puis vous trouvez un appartement, et puis vous vivez pas tout de suite ensemble, hein? Non, pas tout de suite. En fait, elle avait déjà son petit appartement avec son frère sur Paris, donc rue Moret. Et du coup, quand on a décidé de se mettre en couple, donc elle passait un peu de temps chez ma mère, parce que moi j'avais pas d'appartement, donc moi j'avais été chez ma mère et il y avait entre guillemets mon espace à moi là-bas, ma chambre, etc. Et donc du coup, dans un premier temps, elle venait à la maison, puisqu'elle s'entendait aussi très bien avec ma mère. Au début, elle avait beaucoup d'appréhension, mais quand elle a vu que ma mère, c'était une femme qui était née en France, qui est comptable, donc elle avait préhendé, elle se disait c'est peut-être quelqu'un du bled, etc. Avec conservatrice et tout ça, qui a les codes. Voilà, donc elle a vu tout de suite que c'était pas du tout ça et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Et du coup, on passait des bons moments jusqu'à temps que je me suis mis en ménage
où j'ai habité pas très loin du restaurant que je fréquentais, quoi. Ouais. Et tu connais des moments très difficiles dans cette union, parce qu'après ça, vous vous installez, et puis tu connais des moments difficiles, tu as du mal à joindre les deux bouts. C'est compliqué pour toi, aussi bien professionnellement, donc elle va travailler, toi tu t'entretiens le foyer, et c'est pas facile pour toi, pour un homme, quand on se retrouve dans cette situation-là. Ouais. Mais c'est pour ça que d'ailleurs je faisais des efforts au niveau de préparer des plats, de faire le ménage, etc. Parce que je refusais d'être inutile. Donc je me suis dit, dans le temps où je cherche du travail, je vais pas rester à rien faire. Donc je la soulageais, entre guillemets, de par le fait de faire du ménage, faire à manger, etc. Donc on va dire, entre guillemets, fallait que je fasse ma place dans sa vie. Je voulais pas venir et profiter de quoi que ce soit. Bon, je trouvais des petits trucs à faire ici et là. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé après à mûrir l'idée du journal que j'ai mis en place après. Donc un journal pour les musulmans où on va pouvoir justement véhiculer certaines choses, rien d'idéologique, mais plutôt des choses sur ce qui se passe dans le monde musulman, etc. Voilà, c'était principalement les premiers numéros du journal, c'était que pense par exemple Lamartine de l'islam, Victor Hugo. Et donc je joignais le fait qu'on était français, donc la France a une histoire, et a des écrivains, des penseurs. Et c'était intéressant de joindre le fait que ces penseurs avaient justement des opinions sur l'islam qui étaient justement curieusement favorables et admiratrices de ce qu'est l'islam et de ce qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était une manière aussi pour nous conforter les musulmans de notre communauté, de leur dire, voilà, vous pouvez être français et musulmans. Et c'était une manière de leur faire un petit rappel aussi en allant leur rendre visite. Je voulais que ce journal soit utile parce que les commerçants en général sont dans leur commerce, n'ont pas le temps d'aller à la mosquée. Et c'était une manière de leur donner quelque chose de la lecture, parce que c'est bien aussi intellectuellement de se renforcer. Et en même temps, le fait de leur dire, si vous nous donnez une participation, et ben là, on va peut-être aider des personnes dans le besoin avec cet argent. Donc tu crées ce journal. Tu te dis, là, ça va être tes idées. Ça va pas être comme avec ton père quand tu étais enfant, etc. Exact. Ça va être tes idées, tes opinions. Et puis, tu fais la rencontre de David maintenant, ou c'est plus tard que tu le rencontres? Oui, après plusieurs numéros du numéros de journaux. Tu vas rencontrer un certain David qui va justement t'aider à numériser ce journal, à en faire un site internet. Et donc, d'où naît Nouvelle Optique, mais Nouvelle Optique, ça s'appelait pas Nouvelle Optique. T'as Mamadou qui t'a bien aidé quand tu étais dans ta situation difficile, qui est ton ami, fidèle ami, qui t'a aidé quand tu étais dans ta situation difficile, quand tu venais juste de te marier, et qui ensuite discute avec toi de reprendre ce journal. Et après, vous cherchez un nom, il y a Nouveau Regard qui vient, et puis il y a ce nom Nouvelle Optique qui surgit, et finalement, vous donnez le nom à cette association que vous avez envie de créer, qui s'appelle donc Nouvelle Optique. Donc ce journal que vous distribuez aux commerçants afin de faire passer justement c'est ça, on voulait un nom qui n'avait pas forcément une consonance musulmane, parce qu'on voulait dans l'idée de le propager. C'est-à-dire que dans un premier temps, notre public premier était la communauté musulmane, parce que personnellement je me sentais plus à l'aise avec la communauté musulmane de par les projets qu'on pouvait proposer dans un premier temps et de mon cercle, de mon réseau. Et du coup, mais l'idée était de pouvoir aussi, pourquoi pas, que ce journal puisse aller dans les mains d'autres personnes pour avoir des informations concernant l'islam, initiation à des principes de l'islam qui sont universels. Donc c'était ça l'idée première du journal. Okay. Donc première idée pour ce journal, donc de véhiculer une image pour les musulmans. Et c'est top parce que justement ça n'existait pas. Et toi, tu te dis, bon, ça n'existe pas, donc je vais le créer. Et donc, ça fait partie de l'un des premiers, on va dire, médias, entre guillemets, musulmans. Bon, c'est pas beaucoup d'exemplaires. Ça représentait 1000 exemplaires que tu as financé avec tes premières économies. Donc, tu vas dans une imprimerie et tu tires avec la photo de la Kaaba tes premiers exemplaires. Et ça, bravo pour avoir créé ça. Et ensuite, quand justement, tu es dans cette énergie de créer ce journal, tu as quand même ces idées entrepreneuriales qui te viennent et tu essayes de créer une pizzeria qui n'a pas forcément marché et d'autres business qui n'ont pas forcément marché. Donc, tu étais prédestiné finalement à continuer ce projet-là, média, Nouvelle Optique, mais ce média finalement qui se transforme plus en humanitaire. Alors, comment tu switches entre celui qui veut faire de l'information, de la culture, à celui qui veut faire de l'humanitaire?
Ça s'est fait par la force des choses. Comme tu le stipulais, j'ai essayé de professionnellement de créer des petites entreprises pour subvenir à mes besoins, parce que le journal, c'était pas forcément ce qui me faisait manger, entre guillemets. Mais à force, on m'appelait le pompier parce que je faisais le premier numéro, deuxième numéro, ça allait à plusieurs numéros. Donc je les distribuais à un moment donné à plus de 6000 exemplaires chaque numéro. Je faisais du porte-à-porte, en fin de compte. C'est comme si je voyais 6000 personnes qui achetaient mon journal de main à main. Et j'ai switché sur l'humanitaire parce qu'avec l'argent que je récoltais, j'essayais de faire justement des aides aux personnes dans le besoin, donc payer les loyers des personnes qui avaient des retards de loyer. Ouais, donc finalement, ça, c'est venu de ce que toi-même t'as vécu. C'est ça. Tu sais ce que c'est que se retrouver dans la difficulté. Finalement, tu te dis, moi-même, je me suis retrouvé dans la difficulté. Aujourd'hui, j'arrive à sortir de la tête de l'eau. Moi-même, je vais aider les gens qui sont retrouvés dans des situations difficiles comme moi, je l'ai été. Encore mieux, c'est-à-dire que j'étais dans la difficulté. Donc, je les aidais parce que quand je demandais aux commerçants de donner pour aider ou soutenir une action, donc cet argent-là, forcément, il fallait qu'elle aille dans l'action. Donc je ne pouvais pas en bénéficier. Et du coup, des fois, je donnais de l'argent à des personnes alors que moi, j'en avais besoin peut-être en premier lieu. Donc j'étais dans cette démarche-là. Et c'est ce qui m'a fait basculer dans l'aide à la personne exclusivement. Et pas de laisser le média, mais de le transformer sous forme de plaquettes où on proposait justement les différentes aides qu'on pouvait apporter aux personnes. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à avoir des gens qui me confiaient des dons et qu'il fallait que je les distribue comme il se doit. Je comprends mieux maintenant la naissance de ton projet. Et pendant justement ça, il arrive un drame, quelque chose de terrible. C'est le père de ta femme, Audrey, donc Michel, qui décède du cancer au même moment. Voilà. Ça a été un moment difficile pour vous. Au même moment, tu as aussi l'arrivée de Daniel. Alors, la fécondité, ça a été quelque chose de difficile au sein de votre famille. Mais finalement, vous avez la naissance d'un fils, Daniel, qui va avoir aussi une histoire importante dans cette association Nouvelle Optique. Daniel, il arrive au même moment du décès du père de ta femme, à peu près. Hein, c'est ça. Et on va dire que Michel a pu voir son petit-fils avant de décéder. D'ailleurs, on a toujours une photo où ils sont tous les deux dessus. Quand lui, Daniel est bébé, et Michel, on voit sur la photo très affaibli parce que c'était quelqu'un qui était robuste, costaud. Et quand le cancer l'avait touché, donc il s'était très affaibli. Donc c'est une photo qu'on a de Daniel et lui qui est très significatif pour nous parce que ça marque un grand tournant dans la famille parce que c'était un pilier, Michel était un pilier pour sa famille, mais on a pu justement entre guillemets combler un peu la peine de Solange, donc ma belle-mère, avec l'arrivée de Daniel. Donc on va dire qu'il y a une sagesse dans tout, un être cher qui part, un être cher qui vient. Donc ça nous permet de ne pas sombrer dans une tristesse totale, mais c'est vrai qu'on n'a pas la joie totale non plus. Mais on va dire que c'est un bon moment que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ces événements-là. Michel qui est donc un Français, hein, donc ta femme qui est française, Audrey, qui vient de Normandie et que tu as eu du mal à être acceptée en tant que musulman. Elle est musulmane, mais toi en tant que musulman, avec ta bonne tête de musulman, tu as eu du mal à être accepté, à ce qu'il parle avec toi, à ce qu'il échange avec toi. Et puis tout doucement, quand il a vu ton comportement, ton attitude, l'exemplarité que tu as pu montrer, et tout doucement, il a commencé à s'ouvrir à toi et à discuter avec toi, etc. Bah d'ailleurs, pour l'anecdote, je donnais à Audrey, parce que dans un premier temps, elle n'affichait pas, entre guillemets, sa foi. Donc, elle ne portait pas forcément le hijab quand elle allait chez ses parents, pour pas les choquer, pour pas aussi les obliger à quoi que ce soit. Et je lui donnais aussi des cadeaux. Je lui dis, ça, c'est des cadeaux pour ton père et ta mère. Elle dit, ma mère, je vais lui donner, mais mon père, je peux pas lui donner, il va pas accepter. Je lui donne-lui. Et après, elle faisait ce que je lui disais, mais il faisait pas mine d'accepter. Il le prenait, mais il partait. Et à chaque fois, je lui dis, tu lui passes le bonjour. Non, mais je peux pas lui dire. Je lui dis, si, passe-lui le bonjour. Et en fait, à force, Michel, un jour, lui dit, tu peux amener ton copain à la maison.
Parce que pour lui, Oui. c'était pas son mari, mais tu peux amener ton copain à la maison. En plus, il avait fait la L'air guerre de dire, je d'Algérie. t'ai pas accepté encore aujourd'hui. Oui, il avait fait la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, mais il était. D'ailleurs, quand on parlait, il me disait, moi, j'étais pas pour cette guerre-là. Moi, j'étais toujours avec les Algériens. Je leur donnais des bottes, je leur donnais des vêtements. Donc, et d'ailleurs, on m'avait offert un couteau. Il était fier de cela, un Algérien qui lui avait offert un couteau. Oui, parce que dans la guerre, il n'y a pas que la guerre. Ouais, exactement. Il y a des gens qui subissent la guerre, que ce soit les victimes, que ce soit aussi même des gens qui sont engagés dans l'armée, qui ne font pas forcément ce pourquoi ils ont des convictions. Et du coup, quand j'avais fait ces cadeaux-là, etc., il dit ramène ton copain. Et quand je l'ai vu, la première fois, c'était à la gare de Rouen. Ouais. La première chose que j'ai fait, je l'ai pris dans mes bras. Ma femme, elle me regardait, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas dans ses habitudes. C'est pas dans ses habitudes. Je lui dis mais moi je suis comme ça. Et ça a matché. Et après, du coup, il voulait que je sois là pour les événements, pour Noël. Il voulait que je sois là pour le repas de Noël, que je sois là pour les kermesses, etc. J'y allais parce que je me suis dit, il m'a accepté. Il faut que tu lui ouvres un petit peu la porte. Voilà, que j'ouvre la porte. J'ai pas forcément ses convictions, mais on est dans une phase où on apprend à se connaître. Et donc, du coup, on a passé des très beaux moments. Jusqu'au point où on allait à la pêche ensemble, on allait au restaurant ensemble et à la fin on était vraiment une famille. C'est l'histoire de la France, ça, comme quoi ça peut commencer par une guerre et puis finalement ça finit par des unions. Exactement. Vient après la phase où donc ce journal devient site internet. Ouais. Et il devient site internet et ça permet d'aller plus loin puisque ça permet de toucher beaucoup plus de monde, le web. Et puis on a donc cette proposition d'un ami qui travaille chez Air France, qui veut te ramener avec lui en voyage, en Thaïlande, etc. Mais toi, tu avais déjà eu une première expérience professionnelle avec la Thaïlande qui n'a pas porté ses fruits, de vouloir vendre des téléphones, etc. Donc toi, la Thaïlande, c'était pas trop ton truc. Et puis tu rencontres un de tes voisins à la mosquée qui te parle du Burkina Faso et des gens qui ont besoin d'aide justement au Burkina. Et toi, tu te dis finalement à ton ami, on change de destination. Il a dû rigoler, il a dit, c'est un fou ce mec. De la Thaïlande, vous êtes passé à partir au Burkina Faso, de par ce que ton voisin t'a dit, de ce que tu as entendu et tes premières aides que tu faisais déjà en distribuant ton journal, tu t'es dit, je vais aller au Burkina Faso et voir ce qu'il y a à faire là-bas. Et puis tu rencontres Haj Youssouf, qui est un érudit de Burkina Faso, avec qui on te connecte là-bas. Donc ton voisin te connecte avec ce grand érudit de Burkina Faso. Et lui, il passait ses journées à écouter les doléances des gens dans les villages qui avaient des besoins, donc dans des villages sans eau, sans électricité. Exactement. Donc d'ailleurs, je salue Hussein, il s'appelle comme moi. C'est lui qui m'a amené pour la première fois au Burkina Faso. Donc l'ami de Air France. Voilà, l'ami de Air France. Et du coup, l'anecdote, c'était que quand je lui ai proposé, j'étais un petit peu frileux parce que je me suis dit, Thaïlande, Burkina Faso, c'est pas du tout les mêmes propositions de loisirs. Et du coup, je lui ai dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Parce que j'ai entendu qu'on pouvait faire du bien là-bas. Et moi, dans le cadre de l'association et de son évolution, j'aimerais bien m'y rendre. Il s'avérait qu'il a une tante qui habite à Ouagadougou, à la capitale, et qui était à ce moment-là... Alors lui, il n'a rien à voir avec le Burkina Faso. Lui, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, et sa tante, elle travaille là-bas. Elle travaille là-bas, et qui, plus est, était la femme du président de l'Assemblée. D'accord. Donc c'était à l'époque Roch Christian Kaboré. D'accord. Et du coup, on est arrivé en plus au Burkina Faso, où c'était une cérémonie où il a été décoré par le président, Compaoré à l'époque. D'accord. Et donc, du coup, on s'est retrouvé tout de suite avec des officiels pour le premier voyage. Et en parallèle avec Haj Youssouf, rahimallah, qui est décédé à ce jour, et qui était un grand homme et important parce que c'était un grand commerçant. Ensuite, c'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'apprentissage de l'islam en Afrique, parce que c'était nécessaire pour éviter tous les extrêmes, justement, et donc ils se sont beaucoup attelés à ce que le bon islam soit enseigné. Et donc, il avait réalisé beaucoup de mosquées, une université à Ouagadougou, donc qui enseigne toutes les sciences, dont les sciences islamiques, et qui était très investi. Donc, ce premier voyage m'a permis de voir des officiels et de voir les besoins à travers Haj Youssouf sur le terrain, et qui, lui, a pu être par la suite le relais entre les donateurs, Nouvelle Optique, et les actions sur le terrain au Burkina Faso. Donc tu écoutes ces longues et très longues doléances donc de ces gens qui viennent dire qu'ils ont besoin de ceci ou cela. Exact. Pour toi qui viens d'un milieu très stressé, pressé, speed, parisien, qui te retrouve à écouter pendant des journées entières des gens qui sont dans le besoin, c'est très long pour toi, mais tu t'adaptes et tu prends le temps d'écouter parce que des fois les histoires sont très tristes et très profondes. Et donc tu rentres avec tout ça en France. Ouais. Avant de rentrer
il y a une histoire qui m'a marqué. Tu tombes malade, sévèrement malade, et tu attrapes le paludisme. Ça a été très compliqué pour toi, puisque tu te retrouves à l'hôpital et le médecin te dit presque tu vas mourir et il n'y a rien à faire pour toi. Oui, c'était vraiment pour moi la cerise sur le gâteau, comme on dit, parce que déjà je devais m'adapter, que ce soit au niveau du climat, parce qu'il faisait très très chaud, aussi au niveau de l'hygiène, parce que des fois on allait dans des villages et ce n'était pas forcément dans des conditions d'hygiène dans lesquelles nous on pouvait y résister, que ce soit au niveau de la nourriture, etc. Donc on était très, entre guillemets, dans un choc de culture. Et du coup, avec les doléances aussi qui sont faites sous le soleil, et on voit des personnes qui nous parlent et on transpirait comme pas possible. Mais en même temps, il y avait cette liberté qu'on ressentait, du fait qu'on est là pour être au service des gens et on prend le temps. Ça faisait du bien de prendre du temps. Et pour revenir sur le palu, je me sentais vraiment très fiévreux, vraiment très fébrile. Et d'ailleurs, même des grands imams qui venaient me rendre visite me touchaient la main, ils me disaient « Qu'est-ce que t'es chaud ?» Et c'est à un moment donné où j'arrivais plus à tenir debout qu'on est parti voir ce médecin. Et ce médecin-là, pour l'anecdote, m'a consulté. On dit « Oui, tu as un palu très sévère. On va te donner des cachets. » Et il a noté sur un cahier mon nom. Et je lui dis « Qu'est-ce que vous avez noté ?» Il a dit « Là, ce sont des noms de gens qui sont décédés. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu as écrit mon nom dedans ?» Il m'a dit « Mais faut pas avoir peur. On vit pour mourir. » Quand il m'a dit cette phrase, il m'a réveillé en me faisant peur, mais il m'a réveillé. Et ça me donne aujourd'hui goût à la vie pour être utile. Un rien peut faire basculer oui, c'est vrai que dans ton livre, tu dis oui, on vit pour mourir, mais entre-temps, on peut choisir de vivre pour quelque chose. Exactement. Ça nous permet de nous recadrer dans nos objectifs de vie et de se dire, en fin de compte, on peut mourir à n'importe quel moment. Et donc, la vie est très importante pour laisser des traces derrière nous afin que les gens profitent de ces traces de manière positive et de pouvoir aussi en récolter les récompenses auprès de notre Seigneur. Et du coup, de ce premier voyage avec Hajj Youssouf, le Burkina, avec les officiels, etc., les doléances, tu rentres avec tout ça en France, donc tu as été éprouvé, tu as vu ce que c'était que l'humanitaire, c'est très difficile, il faut s'adapter à un climat, à des conditions de vie qui ne sont pas les tiennes habituelles, et puis aussi à d'éventuelles maladies qui peuvent te toucher. Mais ça t'a pas refroidi. Et puis quand tu rentres en France avec cette énergie de vouloir récupérer des fonds, des donations, de gens qui veulent aider, tu reprends quand même à un moment donné les maraudes. C'était ce que tu faisais avant de partir au Burkina, et puis tu as continué après, mais tu t'es rendu compte qu'en France, il y avait une énergie qui s'était mise en place autour des maraudes, des associations qui s'étaient créées avec des camions, des logos, du marketing, etc., qui ne te correspondaient pas forcément parce que finalement, tu te retrouvais sur le terrain avec d'autres associations où vous vous croisiez à distribuer des fois des sandwichs, alors que déjà, il y avait une association qui était déjà passée, alors que tu faisais partie des premières personnes qui ont commencé les maraudes en France. Et en Île-de-France. Et tu te retrouves à se croiser. Alors, ils voulaient partager avec toi les jours de distribution. Tu t'es dit, à quoi bon? Ça n'avait pas de sens. Pour toi, il fallait plutôt trouver différentes façons d'aider les gens. Voilà, finalement, et donc, tu t'es dit, quitte à ce truc, tenez mes sandwichs et allez, faites-en ce que vous voulez, quoi. Exactement. Donc, en fin de compte, quand j'avais commencé les maraudes, avant mon premier voyage au Burkina Faso, donc on avait été dans une période où il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'Afghanistan. C'était des faits... il y avait la guerre. Il y avait la guerre, etc. Donc il y avait les métros aériens qui étaient utilisés comme toit par ces migrants. Bon, il y a des associations françaises qui font un excellent travail de distribution, mais nous, on voulait donner peut-être l'accès à la nourriture halal, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de confession musulmane, mais on ne voulait pas pallier au repas chaud qui était distribué. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de sandwich. On se disait, comme ça, le sandwich, il peut le garder pour le lendemain. Il va manger son repas chaud qui va être distribué par X association et on va lui donner un sandwich. Donc c'était ça notre démarche. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont été soulagées et qui appréciaient ces aides-là. Et il y a eu un moment donné, quand je suis revenu un peu du Burkina, parce que c'était les premières vidéos des actions Nouvelle Optique visibles, c'était les maraudes qu'on filmait avec un petit appareil photo. Donc du coup, ça avait donné envie à d'autres personnes de créer des dynamiques pour faire des maraudes, ce qui est une très bonne chose parce que on peut pas combler tout le monde, mais il y a eu un essor d'associations qui fait que entre guillemets on se marchait un petit peu dessus. La fois qui m'a marqué, où ça m'a donné envie de me concentrer à autre chose principalement, c'est quand justement je distribuais des sandwichs à des personnes qui étaient dans le besoin. Un camion au même moment est venu là où on distribuait et a distribué comme si on n'était pas là. Et là, ça m'a touché. Je me suis dit, mais c'est devenu de la concurrence
on dirait, un business. Et du coup, ça m'a poussé à leur donner mes sandwichs. Oui. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez vraiment absolument le faire, prenez mes sandwichs et moi, je vais faire autre chose. Alors toi, tu savais qu'il y avait d'autres choses à faire plutôt que de tous aller distribuer des sandwichs à des gens qui en ont besoin, et ils en avaient besoin, hein, Ouais, ça ouais. on va pas l'enlever. Bien sûr. Mais tu voulais pas justement que ce soit un jeu malsain de concurrence. Exactement. Donc toi, tu as vu un peu ce côté un peu malsain où tout le monde essayait de distribuer en premier, etc. Donc tu t'es dit, bon, plutôt aller sur un autre terrain. Et ce côté un peu international, déjà quand tu rentres du Burkina, tu as complètement changé, tu as de nouvelles idées, tu as une nouvelle dynamique. Et puis ça t'a ouvert les yeux sur d'autres choses, sur l'international, qu'il y avait des gens finalement à l'international qui en ont encore plus besoin que les gens qui sont ici, qui n'ont pas accès à l'eau, Oui. qui n'ont pas d'eau pour se laver, pour boire, pour manger. Et puis finalement, tu te dis, je vais axer là-dessus. Et puis, à force de chercher, à force de... qu'Allah il t'ait mis sur cette voie-là. Ouais. Et puis, il y a différents acteurs qui commencent à rejoindre ton action. Ouais. Et en l'occurrence, on parle d'un grand monsieur, d'un grand homme qui rejoint justement cette aventure. On parle de l'imam Samir, qui justement va être un peu le garde-fou de cette association Nouvelle Optique, qui va être celui qui va dire on peut faire, on peut pas faire, parce que c'est un érudit, lui aussi, qui est parti apprendre justement le din dans différents pays et qui est revenu avec un grand savoir. C'est un natif d'Île-de-France, mais qui est parti apprendre la science et qui aujourd'hui fait le bonheur de beaucoup de mosquées ici en Île-de-France parce qu'il apprend énormément de choses de très belle manière et qui est un très bel orateur et qui va justement t'apporter ce côté, on va dire, spirituel. Ouais. Donc valider les différents projets humanitaires, mais qui va aussi être sur le terrain, aller chercher des donateurs. Et il va justement avoir le premier donateur, très symbolique, un entrepreneur de Saint-Denis qui s'appelle Abdelkader, que tu décris dans ce livre, qui va donner une première donation pour aller construire un projet au Burkina Faso, donc dans ce premier pays où tu étais parti pour aller apprendre les doléances des différentes personnes. Exactement. D'ailleurs, l'imam Samir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, Amin. a été acteur de l'association même bien avant notre voyage au Burkina Faso, car il a validé les journaux, les articles dans les journaux, écrit des articles. Aussi, à un moment donné, on distribuait des CD où il avait fait une conférence dans une mosquée qu'on a pu mettre sur CD et distribuer aussi également pour propager la bonne parole. Et du coup, est venu ce moment-là où on a commencé à vouloir s'élargir à l'international avec le Burkina Faso comme premier pays d'intervention. Et donc, l'imam Samir avait déjà eu une première expérience avec ce monsieur Abdelkader, parce que ce monsieur Abdelkader, masha'Allah, c'est quelqu'un qui est très généreux et on a pu le constater. Et comment il l'a connu, c'est qu'un jour, Samir avait perdu son grand frère, rahimallah, qui s'appelait Jamel. Il voulait faire un puits pour lui, mais il est tombé sur une organisation où le prix était assez élevé. Et là, Abdelkader l'avait rencontré, lui avait dit tu cherches des finances pour faire un puits, pourquoi? Il dit parce que j'ai mon frère qui est décédé. Il a dit je le prends en charge, je te paye le reste du puits. Et c'est là où il avait connu Abdelkader, c'est dans ce cadre-là. Et donc ça, c'est des années où je connaissais même pas l'imam Samir. Donc le jour où l'imam Samir, en étant entre guillemets un des composants, un des fondateurs de l'association Nouvelle Optique, a vu qu'on avait la possibilité de réaliser ces puits. Il avait pensé à Abdelkader et il lui en a parlé, et c'était justement le premier projet qui avait été financé, le projet Amana, donc un forage au Burkina Faso. Alors c'est comme s'il y avait plusieurs pièces d'un puzzle qui devaient se rejoindre et qui se sont rejoints finalement. C'est ça. En fin de compte, on voit que, subhanallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné à quelque chose, il fait en sorte à ce que tous les acteurs qui vont pouvoir réaliser ce projet vont se rencontrer à un moment donné pour donner fruit à ce projet. Avant ça, ils vous préparent. Et avant ça, ils nous préparent. Chacun dans notre coin sans qu'on se connaisse. Subhanallah. Et donc, ce premier projet humanitaire, Amana, voit le jour au Burkina Faso grâce à cette donation de M. Abdelkader qui est de Saint-Denis. Et donc, ça se passe au Burkina. Donc, Haj Youssouf, qui est ce monsieur du Burkina Faso. D'ailleurs, on parle de ses parents. Il est né, lui, au Soudan. Il est burkinabé, il est né au Soudan. Oui. Ses parents, il me semble, ils ont traversé le Soudan pour aller jusqu'en Arabie. À l'époque, ils allaient à pied. À pied Pour faire le pèlerinage. Subhanallah. Et donc, ils faisaient des haltes là où ils pouvaient pour travailler et continuer leur voyage. Avec l'argent qu'ils récoltaient. Voilà. Donc, il est né au Soudan, a grandi une partie de sa jeunesse au Soudan. Ensuite, ils sont arrivés à la Mecque. Il a grandi une partie de sa vie à la Mecque et ils sont revenus. Et donc, c'est d'ailleurs, pour son histoire, Haj Youssouf, c'est dans ce périple qu'il a traversé dans son enfance et sa vie de jeune adulte à la Mecque, qu'il avait rencontré justement des personnes qui pouvaient l'aider pour faire des projets dans son pays quand il allait revenir. Donc ils sont partis pour faire le pèlerinage, ils sont venus avec des moyens
afin de venir en aide à leurs compatriotes au Burkina Faso. Alors, encore une pièce de ce puzzle, Haj Youssouf, qui rejoint donc le projet, et c'est grâce à lui que vous allez réaliser le premier projet de Nouvelle Optique, le premier grand projet, parce qu'il y a d'autres projets, vous avez déjà aidé des gens à payer leur loyer grâce à ce journal, mais enfin, le premier grand projet eau en Afrique, qui a permis donc de faire ce premier forage. Oui. Donc un forage qui dure plusieurs jours, et puis finalement, vous voyez l'eau jaillir du sol. Quel moment exceptionnel! C'est un moment où chaque bruit que le camion forage effectue, c'est un battement de cœur. Parce qu'on se dit, subhanallah, on est acteur de ce noble projet, car même, on va dire qu'il a été financé totalement par notre frère, mais Inch'Allah, on espère la récompense, nous également, du fait qu'on a cadré tout cela pour que ce soit réalisé. On est un maillon de la chaîne et on se sent totalement concerné. D'ailleurs, des fois, je me sens plus content que des donateurs quand je vois les projets réalisés. Bien sûr, parce que c'est une responsabilité. Exactement, c'est une responsabilité. En ayant connu le terrain, en voyant les personnes dans le besoin sur le terrain et qu'on puisse répondre favorablement à leurs doléances, c'est un sentiment de gratitude extraordinaire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand on voit l'eau jaillir, là, on voit la vie en fin de compte. Oui. Parce que tout ça va s'articuler autour de cette eau. D'où le nom du projet, donc Amana, la responsabilité que tu as pris de prendre cet argent et d'aller en Afrique pour en faire un premier forage et donner accès à l'eau aux gens qui n'en ont pas. Et tu vas pas faire que ça pendant ce voyage, enfin vous n'allez pas faire que ça. Vous allez aussi entendre une doléance d'un village d'à côté qui n'a pas accès à l'eau potable depuis 4 ans puisqu'ils ont un puits qui est en panne, qui n'a pas finalement, qui ne fonctionne plus. Et pour le réparer, apparemment, il faut que 150 €. C'est ce qui se dit. Ces 150 € là, ça fait 4 ans qu'ils ne les ont pas. Et vous allez dire, on y va. Et vous y allez, et vous réparez ce puits. Et vous ne faites pas que ça. Et d'ailleurs, pendant ce voyage, vous allez aussi donner à des enfants qui sont orphelins accès à une literie digne de ce nom, parce qu'ils dormaient à même le sol. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait à ton cœur, à ton esprit, quand tu es rentré de ce voyage rempli d'émotions? Je pense que tu as pleuré au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois. En tout cas, c'est vrai que l'émotion était à son comble parce qu'on se dit, tout nous oppose. La distance, la culture, la couleur de peau, beaucoup de choses. Mais en fin de compte, on est une communauté. Nous sommes des humains. Nous sommes aussi, pour la plupart qu'on a rencontrés, il y a eu des personnes qui étaient de confession musulmane parce qu'on aide tout le monde, on ne fait pas de distinction. Et quand on voit cela, on voit qu'en fait, on peut faire en sorte à ce que ce qu'on a vécu dans le passé, même si c'était un passé difficile, on peut le transformer en bien. D'ailleurs, c'est pour cela que j'avais donné ce nom, les racines du bien, parce que la racine en soi, elle est un petit peu, elle va dans tous les sens. Elle est un petit peu dans l'apparence tordue, etc. Mais ensuite, ça donne naissance à un arbre droit qui est sur une bonne direction. Et ensuite, de cette bonne direction-là, on multiplie le bien qu'on peut faire à travers les branches. Et les racines, c'était important parce que c'est les racines, si on pense que c'est une mauvaise herbe, ou on pense que c'est pas beau, et on fait fi de ces racines-là, on les jette, il n'y aura rien. Mais si on les garde et on les arrose de bonnes opinions de la vie, de bonnes opinions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va faire naissance à donner naissance à un arbre et à des fruits. C'est ce que j'espère à travers mon vécu, donner un sens à ces racines, leur donner la direction pour donner un arbre et des fruits à travers les actions qu'on donne autour de Nouvelle Optique. Donc quand je suis revenu de ce voyage-là, ça prenait son sens en fait. Je me suis dit, non, j'ai pas vécu tout ça pour rien. J'ai pas vécu tout ça pour rien. Et en même temps, je relativisais sur la douleur ou les peines que j'ai ressenties quand j'étais enfant. Je voyais des enfants qui vivaient mal, qui vivaient que pour aller chercher de l'eau. Donc moi, j'ai été contraint pour des caprices d'un homme à aller chercher de l'argent, etc. Mais eux, c'était une question de survie. C'est-à-dire qu'ils étaient contraints par la difficulté de la vie. Et là, je me suis dit, alors en fin de compte, j'ai pas envie que ces enfants ne vivent pas bien, entre autres, parce que ça me touchait. Et en leur donnant accès à l'eau potable, ils regagnent les bancs de l'école que moi, je n'ai pas connus. Et ça donnait un sens. Les enfants dans l'orphelinat qui dormaient à même le sol, comme tu disais, je voulais qu'ils dorment bien, pas comme moi. Moi, je dormais, on dirait, sur une demi-oreille parce que j'attendais les ordres dans la maison. Donc, moi, je voulais qu'ils dorment bien. Et c'est là où on fait de notre vécu une force. Donc, même si le passé était difficile. Et c'est pour ça que ça m'a donné une grosse émotion. Parce que je me suis dit, alhamdoulilah, ils vont mieux vivre que moi. Ton premier voyage au Burkina Faso, il est rempli d'émotions. Il est plein
de choses. Il y a plein de sentiments qui se bousculent. Il y a à la fois, enfin dans ton livre, quand on le lit, il y a à la fois des choses qui nous font un peu honte, hein, quand on voit des gens vivre dans la précarité, une précarité aussi sévère, mais aussi une générosité de la part de ces gens. Par exemple, je lis aussi qu'on vous a offert des poules et des coqs dans un village. Et puis même de l'étonnement. Ces gens, ils comprennent pas comment des gens aussi différents d'eux, qui viennent d'aussi loin, peuvent les aider. On vous pose même la question. Oui. On vous dit, qu'est-ce qui vous pousse à venir nous aider? Et toi, tu dis, c'est le destin qui nous a ramenés là, de ton voisin qui vous a parlé du Burkina Faso. C'est Allah qui vous a conduit à être là où est-ce que vous devez être. Raconte-nous cette histoire quand ce monsieur, il nous dit, qu'est-ce qui vous a poussé à venir nous aider? Donc, il y a beaucoup d'histoires dans ce cadre-là. En tout cas, il y avait une leçon qu'on a reçue d'un vieil homme. Donc, déjà, ça nous avait touché parce qu'il avait près de 100 ans. 100 ans, donc il attendait d'avoir de l'eau à proximité de chez lui. Donc, ça nous laisse entendre que toute sa vie, il a attendu d'avoir accès à l'eau potable. Et lorsqu'on a réalisé le projet, on est venu lui rendre visite parce que c'était la coutume, donc d'aller voir le chef du village. Et lui, il s'avérait qu'il était musulman. Donc, on est rentré dans sa maison de manière accroupie. Donc, on l'a vu, il était aveugle. Et donc, il voulait absolument nous voir, nous remercier. Et il y avait un traducteur, donc Haj Youssouf, qui traduisait du moré, donc c'est la langue locale, à l'arabe. Donc, Haj Youssouf parlait l'arabe. Il nous disait, voilà, il vous remercie. Il voulait vous dire que pour ce puits-là, en vérité, vous n'y êtes pour rien. Et moi, ça m'a choqué. J'ai commencé à en y être pour rien. Il a dit, c'est Allah qui me l'a donné. Et là aussi, c'était dans mon cadre de la gestion de l'association. Ça m'a recadré, ça m'a remis à l'ordre le fait que tout ce qui se passe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé. Et après, il nous a dit, mais je vous souhaite quand même bon retour chez vous. Et j'ai dit, ouais, merci pour la leçon. Et ça, entre guillemets, c'est vraiment une leçon de croyance en fin de compte. Tu t'es replacé à la place d'être un outil finalement. Exactement. Tu es l'outil d'Allah qui agit pour ces gens. Et ça fait taire l'orgueil. Et ça fait taire l'orgueil où tu te dis pas c'est moi qui leur a donné. Exactement. Et c'est une éducation dans la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne si on a les oreilles pour écouter et le cœur pour comprendre. Et du coup, lorsqu'on a cette entre guillemets clairvoyance, c'est une permission d'Allah afin d'avoir le bon positionnement dans nos travaux. Et donc le forage Amana, qui est donc le premier grand projet de Nouvelle Optique, c'est à partir de là que Nouvelle Optique a pris ses racines à l'international finalement. Exactement. Et donc de l'Afrique, ensuite, ça va être expandable parce que ça va être le projet phare. Oui. Un projet sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour en faire d'autres et d'autres et d'autres. Et vous allez même de l'Afrique aller en Asie grâce à la rencontre d'un certain Firas. Alors comment se fait sa rencontre avec Firas et comment se fait le développement de Nouvelle Optique? Avec Firas, donc déjà on s'était rencontrés, il me semble que c'était en 2008-2009. Je voulais aller voir comment était la Malaisie, parce que j'avais cette idée, pourquoi pas m'expatrier pour aller dans d'autres horizons, etc. Et c'était dans ce cadre-là que je l'avais rencontré. En Malaisie, j'ai vu que c'était pas forcément facile pour s'installer, qu'il fallait forcément beaucoup de moyens, etc. Parce des fois, on a des idées dans la tête, on se dit ça va être facile, ça va être un pays musulman, on va nous accueillir, etc. Donc, ils nous accueillent bien, mais après, administrativement, c'est très compliqué parce que c'est normal, il faut qu'on puisse justifier d'une bonne expatriation, etc. Mais c'était dans ce cadre-là que je l'avais rencontré, parce qu'il m'avait accueilli, il m'avait montré un petit peu les bonnes adresses, etc. Et du coup, on avait sympathisé et on est resté en contact. Et quand il avait eu nos activités commencer au Burkina Faso, donc il participait, donc il donnait des dons à l'association. C'était un donateur ensuite de l'association. Il participait à certaines collectes. Et par la suite, il a voulu faire un voyage avec nous au Burkina Faso. Donc il est venu, il avait fait une mission avec nous, ça l'a touché et on avait décidé d'expandre l'association à l'Asie, parce que comme il vivait en Malaisie, donc c'est pas un Malaisien, c'est un Tunisien, mais qui vit en Malaisie, et du coup il a voulu faire quelque chose en Asie. De fil en aiguille, il a sa propre histoire qu'on peut découvrir dans le livre, avait rencontré un monsieur dans la mosquée de Putrajaya
donc une mosquée qui est dans le quartier ministériel de Kuala Lumpur. Et du coup, il l'a rencontré. C'était là où on a commencé à aller au Cambodge. Et d'ailleurs, quand on avait demandé justement une étude concernant les devis, les possibilités de réalisation de puits, etc. Et c'est là où on avait vu qu'il y avait des puits qu'on pouvait réaliser pour 280 €. Et c'était complètement différent de ce qu'il y avait comme prix en Afrique. Et là, on se disait, pourquoi pas le proposer? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer un puits en Afrique, mais ils voudraient avoir leur petite BA, leur bonne action, leur sadaqa jariya avec leurs moyens. Et donc là, c'est là où on l'a proposé. Et c'est aussi une manière de faire connaître l'association. C'était pas l'objectif, mais par la force des choses, on s'est fait connaître par ce projet qui était peu coûteux et qui était réalisable pour des communautés dans le besoin au Cambodge. Donc après, c'est ce premier projet Amana, cette rencontre avec Firas, la confiance en vous, elle grandit. Et puis, ce projet Amana permet d'aller vers d'autres projets. Vous faites votre première mosquée. Ensuite, vient l'essor des réseaux sociaux. Vous faites le buzz avec ces puits, justement, à 280 €. Mais malgré ce buzz et malgré tout, justement, l'effervescence qu'il y a autour de Nouvelle Optique, vous ne voulez pas forcément que ce buzz, justement, vous détruise au niveau de votre intention première, Oui. qui est justement de construire, ne pas convoiter une place, mais plutôt remplir son rôle, tout simplement. Et justement, on a l'imam Samir, justement, qui veillait à tout ça. Et toi-même, d'être pas celui qui va justement s'auto-détruire, Ouais. mais plutôt celui qui va continuer à aller avec l'intention qu'il avait dès le départ. Parce que c'est vrai que quand on nous donne, il y a des donations qui viennent de tous les côtés, on peut facilement perdre la tête. Et c'était justement là de rester concentré sur l'essentiel. Donc donner accès à l'eau, construire des mosquées, construire des écoles, donner accès à l'éducation, à la santé, etc. Ça a été toujours ce que Nouvelle Optique a voulu défendre et l'image que vous avez voulu garder dans la conduction de vos projets, etc. C'est Et ça, bravo, parce que c'est pas facile de garder la tête froide. Oui, c'est pas facile. Et d'ailleurs, on a fait une règle, une leçon que l'imam Samir a eue de par un de ses professeurs. C'est quand il avait suivi son cursus de formation d'imam. À un moment donné, son professeur lui a dit « Est-ce que tu vas retourner en France ?» Il lui disait « Oui, effectivement. Est-ce que tu vas faire imam ?» Il a dit « En tout cas, c'est ce que j'inspire à faire. C'est pour ça que je suis là pour me former. » Il a dit « Sache que tu n'es pas un grand cher et que tu ne dois pas convoiter une place. Laisse Allah te mettre à la place qui te convient. » Donc ça, c'était les conseils qu'il a eu en tant que futur imam. Et c'est ce qu'on a utilisé, nous, pour association. Parce que justement, si on ne garde pas la tête froide, si on est victime, entre guillemets, d'un succès, on peut peut-être basculer dans des projets farfelus qui pourraient être démesurés, un excès de confiance, une ambition qui n'est pas réalisable. Donc il fallait qu'on soit juste efficace. Et on est parti sur un principe très simple, c'est que on est là pour soulager des gens, mais aussi pour les donateurs. Donner l'opportunité à des donateurs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la bonne œuvre. Et on a pris en substance un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la sadaqa jariya et qui énumère dans certains récits les sadaqat qu'on peut faire pour se rapprocher d'Allah et d'avoir une aumône continuelle même si on est décédé. Après notre mort, on peut encore récupérer ces récompenses-là. Et il a énuméré plusieurs œuvres comme le puits, le fleuve, la science à travers la construction d'écoles ou l'enseignement, le fait de donner un exemplaire du Coran, de planter un arbre, de construire une mosquée. Donc en fait, quand on a vu ce hadith-là, ça s'est montré comme une évidence que Nouvelle Optique devrait trouver les moyens de présenter toutes ces occasions-là à des futurs donateurs, de se rapprocher d'Allah et de proposer ces projets-là. Donc à chaque fois qu'on avait un contact sérieux dans un pays d'intervention, on lui demandait « Donne-nous les possibilités et les devis concernant la réalisation de puits, mosquées, écoles, plantation d'arbres, Coran. » Et c'est ce qu'on peut ensuite proposer à nos donateurs. C'était l'objectif. Et donc, durant ce développement aussi asiatique, des projets en Asie, tu as cette envie aussi que Audrey voit le terrain afin qu'elle puisse avoir la plume, afin de... on parle de réseaux sociaux et de son essor. Il fallait que quelqu'un puisse rédiger ce qui se passe sur le terrain de manière significative, qu'elle ressente les choses aussi pour avoir une meilleure plume. C'est ce que tu as fait. Tu l'as amené avec vous sur le terrain bien plus tard. Mais c'est ce que tu as fait pour qu'elle puisse justement s'imprégner un maximum.
Voilà, donc parce que Audrey est là depuis le début, la genèse de Nouvelle Optique. Même c'était elle qui rédigeait avec son outil informatique les journaux, qui les a graffés avec moi. Donc c'est depuis la genèse. Et quand on a mis en place l'émission humanitaire, donc j'y allais dans un premier temps tout seul, accompagné, etc. Avec l'imam Samir également. Et à un moment donné, elle s'est occupée des réseaux sociaux parce que comme on avait pas mal de projets qui se réalisaient, du coup on communiquait là-dessus. Parce que l'association Nouvelle Optique, principalement sur ses réseaux sociaux, montre l'image que vous pouvez voir avec vos propres yeux. C'est-à-dire que les personnes, nos partenaires qui sont sur place, prennent des rushs avec leur téléphone de manière très simple, mais c'était une manière de garder quelque chose d'authentique. Ce que tu pourrais voir sur le terrain, bah, tu le vois là à travers le téléphone de notre partenaire qui nous a envoyé l'image. Et c'était elle qui rédigeait les textes pour pouvoir justement expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé. Mais il y avait un manque au niveau de la sensibilité émotionnelle. Donc, bon, voilà, ces émotions, parce qu'elle était contente de voir que ça portait ses fruits. Mais elle le vivre, le sentir, le toucher, c'est différent. Exactement. De boire de l'eau du puits, de rencontrer les gens qui ont bénéficié de ces projets, c'était autre chose. Et c'était important pour moi qu'elle vienne sur le terrain et qu'elle s'imprègne de cela. Et d'ailleurs, sa plume a complètement changé après ce voyage. Et puis les bénéfices de cette eau, que ça peut, la vie qu'on avait avant l'eau et après l'eau. Et après l'eau, exactement. On parle souvent de l'eau et parce que c'est la source principale de vie. De vie, oui. Mais aussi quand on voit les parrainages qu'on donne aux orphelins, quand on voit des orphelins qu'on suit, là, à l'heure où je parle, des enfants qu'on a pris à 7 ans qui aujourd'hui sont à l'université, quand on voit des écoles qui ont vu passer des enfants, des futurs professeurs ou cadres qui ont pris des enseignements, des cours dans ces écoles, quand on voit les mosquées, quand on voit des gens qui ont mémorisé le Coran, quand on voit des arbres aujourd'hui où les personnes prennent des fruits, ils sont sur le bord de route en train de vendre des fruits, des arbres que Nouvelle Optique a plantés il y a des années. Donc quand on voit le résultat de tout cela, forcément la plume change et ça nous permet de véhiculer vraiment les émotions qu'on a à travers les réseaux sociaux. Chez les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais, mais quand on l'utilise dans le bon, on peut faire de très belles choses, de très grandes choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré l'expansion, vous avez voulu sécuriser un maximum justement cette croissance. Oui. Et malgré tout, vous faites hyper attention à la filière eau que vous avez créée. Moi, je l'appelle comme ça, une filière eau, parce qu'on met en place une organisation sur place pour faire en sorte de conduire à bien les projets. Et puis vous suivez sa réalisation et vous confirmez justement au donateur que ça a bien été réalisé par une vidéo d'un puits fonctionnel, pas d'une vidéo d'un puits qu'on voit juste en photo ou d'une vidéo qu'on voit juste comme ça, mais qui fonctionne et qui marche. Pourquoi je dis qu'il fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que dans le monde associatif, il existe aussi des puits, en tout cas moi je le sais, qu'il existe aussi des puits qui ne fonctionnent pas, on reçoit une photo et puis c'est tout. Mais les puits fonctionnent, ils sont suivis pour qu'ils continuent à fonctionner. Et puis ce qui est important, c'est d'avoir créé cette filière qui permet d'aller beaucoup plus vite et qui permet d'avoir atteint des chiffres aujourd'hui qui dépassent toutes les ONG qui existent aujourd'hui. En tout cas moi je le sais parce que j'ai regardé un petit peu. Mais 31 000 puits réalisés, projet eau en réalité, château d'eau, puits traditionnels, etc. C'est 5 orphelinats, c'est aussi des dizaines d'écoles, plus de 500... Près de 100 écoles. Près de 100 écoles. Moi, je dis des dizaines, mais c'est près de 100 écoles. 500, à peu près 500 mosquées. Voilà, c'est des chiffres qui sont quand même hyper importants. Tu as réussi à faire ça parce que tu as créé des filières. Alors, bien évidemment, il y a un petit facteur confiance qui doit exister avec les filières que tu crées. Mais tu suis même les projets et c'est comme ça que Nouvelle Optique, stratégiquement, est allée très vite par rapport à d'autres. Voilà, donc en fait, on a visé la constance et la simplicité. Et de manière pour sécuriser nos activités, on a fait des contrats de partenariat avec nos partenaires dans les différents pays. On a demandé l'exclusivité parce que malgré tout, dans le domaine humanitaire, des personnes ont essayé de rentrer en contact avec nos partenaires parce que forcément, ils voyaient les projets se réaliser, donc ils voulaient, entre guillemets, nous récupérer nos partenaires. Donc on a fait en sorte à ce qu'on ait une exclusivité et même c'est pour le bon fonctionnement. Pourquoi ? Parce que ça permet en sorte à ce qu'on ait une traçabilité, que c'est bien le projet de l'association qui a été réalisé par notre partenaire. Parce que s'il a plusieurs personnes qui lui confient des fonds, plusieurs ONG qui confient des fonds à ce partenaire-là, comment on va savoir que c'est vraiment notre projet et qu'il n'y a pas eu un changement de plaque, etc. Donc on a fait vraiment en sorte à sécuriser et à choisir le fait qu'on reste sur la constance, on fait notre petit bonhomme de chemin et on ne cherche pas forcément
à ce que l'association elle soit connue. Nous, on est là pour faire connaître la cause. Et c'est ça la nuance en fait qu'il y a dans notre manière de fonctionner. Ok. Et aussi, entre guillemets, l'association donne de la force aux initiatives locales. On n'essaie pas d'être, nous, entre guillemets, en lumière dans le pays où on intervient. On met en lumière des locaux qui, eux, aujourd'hui, d'ailleurs, par exemple, des associations de quartier qui sont devenues des ONG dans leur pays. Oui. Des personnes qui sont aussi entrées dans le gouvernement. Oui. Parce qu'ils ont eu justement cette multitude de projets, qui ont réalisé des projets dans des écoles, etc. Ça leur a valu d'être beaucoup plus valorisés, donc d'avoir une meilleure place et encore plus de garanties pour Nouvelle Optique afin que les projets soient réalisés par la suite. D'accord. Donc, Hussein, après, de projet en projet, vous arrivez justement à avoir des chiffres quand même qui sont très significatifs. On en a parlé. Aujourd'hui, où est-ce que Nouvelle Optique a envie d'aller? Comment elle a envie de s'installer sur le marché? Et quels vont être les projets de Nouvelle Optique au-delà de ce que vous avez déjà réalisé? Donc en fait, notre ambition est de rester sur la constance. C'est d'avoir ce rythme entre guillemets de croisière, parce qu'on ne cherche pas à être sur un marché, en fait, c'est purement humanitaire. Donc en fait, on est dans la démarche de montrer notre transparence, de montrer les projets réalisés. D'ailleurs, ce livre a été réalisé pour une certaine transparence, parce qu'aujourd'hui, les gens, quand on parle de transparence, ils pensent tout de suite chiffres, comptabilité, etc. Mais je pense que l'histoire est importante. Que les gens aussi, les donateurs, les frères et sœurs, s'approprient l'histoire de Nouvelle Optique, la connaissent. Et il était important pour moi qu'ils aient accès à ce livre-là pour comprendre la genèse et comprendre la philosophie, entre guillemets, de l'association Nouvelle Optique. Donc notre ambition est le fait de perdurer dans le temps au maximum et de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la meilleure des positions. On va faire le vrai faux. Hussein, est-ce que c'est vrai qu'on t'a forcé à voler et à mentir quand tu étais enfant? Vrai. Est-ce que tu as failli mourir du palu? Vrai. Est-ce que vous donnez de l'argent qu'à des musulmans? Faux. Est-ce qu'il faut porter un camis pour faire partie de Nouvelle Optique? Faux. L'islam en Afrique, il est sectaire? Faux. Est-ce qu'en Afrique, on trouve uniquement famine, chaos et misère? Faux. Les ONG sont-ils devenus un business? Vrai. Hussein, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de cette famille algérienne qui faisait travailler une femme béninoise? Oui, il y a une famille qui avait confié à une femme en Algérie, donc qui était originaire du Bénin, la responsabilité de personnes âgées, donc leurs parents. Et donc elle faisait en sorte à ce qu'ils soient assistés dans leur vie du quotidien. Et on a su cela parce qu'ils sont venus dans notre bureau chez Nouvelle Optique pour financer des projets. Parce que leurs parents sont décédés, mais cette femme aussi est décédée. Et ils ont financé une sadaqa jariya pour leurs parents. Et ils ont pensé aussi à cette femme-là et ça nous a touchés. Et ils ont voulu financer un projet au Bénin, donc un château d'eau en son nom. Et ça nous a montré qu'au-delà du service qu'elle leur a rendu, c'était quelqu'un qui a vraiment intégré la famille. Et ils ont pensé à elle même après qu'elle soit décédée. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de très fort symboliquement et émotionnellement. Il y a une histoire qui m'a marqué dans ton livre aussi, d'un des donateurs. C'est Abdel. Il y a eu un accident tragique dans sa famille et il a forcé pour te rencontrer. Alors, tu peux nous en parler? Oui, en fait, un jour, je reçois un coup de téléphone. Allô, oui, je veux faire d'un don. Donc, il avait une certaine manière de parler. Il était très entreprenant. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais il a dit, mais moi, je ne fais pas confiance comme ça. Hein. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour répondre aux questions. Mais c'est parce que je veux donner beaucoup d'argent. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, dis-moi ce que tu veux et tout ça. Il me fait, je veux te voir. Je fais, bah, nous, on est là. Il fait, ouais, mais moi, j'habite dans le Nord. Je suis bah, comment on fait? Il me fait, bah viens. Et je savais pas, donc des fois je me déplace pas, mais je me suis dit, bon, on va prendre au sérieux ce qu'il me dit, on va aller le voir. J'ai pris les documents de l'association, etc. Accès à Internet pour lui montrer avec un iPad, etc. Et quand je suis arrivé, donc il m'a expliqué son histoire. Sa mère, qui est décédée aujourd'hui, rahmaallah, avait subi un accident de voiture qui lui a valu d'être handicapée. Et du coup, elle a touché de l'argent par rapport à cet handicap et cet accident. Et du coup, elle a donné ordre à son fils d'utiliser cet argent-là pour faire du bien avant qu'elle décède ou qu'elle lui arrive quoi que ce soit. Et une partie de l'argent pour lui, pour qu'il puisse faire sa vie. Donc lui, il a refusé de toucher de l'argent. Même son argent, il l'a mis dans la partie de Sadaqa pour faire des projets. D'ailleurs, ils ont financé écoles, mosquées et puis dans tous nos pays d'intervention. Et alhamdoulilah, la sagesse, elle a voulu que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette femme voie les projets en images avant de décéder. Donc dès qu'ils sont réalisés, sauf pour un ou deux projets, elle nous a quittés, rahmallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a soulagée de cette manière-là et l'a rejoint. Et ça nous a permis de comprendre que le destin, des fois, qui paraît tragique, on voit que en fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une opportunité de se rapprocher
de lui à travers ses œuvres qui sont aussi des sadaqat jariya, et on espère pour elle que c'est justement un grand soulagement là où elle est aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder un jardin du paradis dans sa tombée, et Firdaus al-A'la dans l'au-delà. Je te remercie. C'est moi qui te C'était remercie. l'histoire de ton livre, c'est Les Racines du Bien, écrit par Hussein Rumi. Et il est disponible à la vente sur Internet. Merci. Barakallahu fik. Wa fik, barakallah.